Bonsoir. Je suis très heureuse au nom de toute l'équipe de l'Estive de vous accueillir ce soir, aussi nombreux. Très heureuse aussi de cette troisième collaboration avec le Spectum, puisque après une conférence avec Marc Dufumier, il y a 2 ans, après une conférence avec Marc-André Selos, et bien ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Denis Pépin, qui va nous dévoiler les secrets d'une terre vivante et fertile. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je donne la parole à Éric Florisson, qui va un peu nous dire aussi pourquoi ce choix, cette direction vers Denis Pépin. Voilà, mais comme vous l'avez dit, Madame Bellouin, nous prolongeons un peu ce cycle de conférences qui s'est voulu dans un premier temps assez théorique et assez académique avec les conférences de M. Dufumier et de M. Selos. Et là, on va rentrer dans quelque chose de plus dans la mise en pratique, dans tout ce qui va toucher au jardin avec M. Pépin aujourd'hui. Donc je vous remercie tous de votre présence et on va laisser la parole à M. Pépin. Au cours de cette conférence, qui aura un tout petit côté académique au départ, c'est l'académie, alors côté académique, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est la connaissance agronomique, on va dire, et scientifique. Donc je vais vous expliquer ce que c'est qu'un sol fertile, sur le plan physique, biologique et chimique. Je vous montrerai le rôle prépondérant de la vie du sol et de la matière organique, qu'on peut aussi appeler humus, la matière organique du sol, vivante ou morte. Comment améliorer la terre très facilement et rapidement avec des efforts très modérés. Et on est tous sensibles à des efforts très modérés, à la fois parce qu'on a autre chose à faire dans la vie que de s'occuper de son jardin, mais en même temps, pour épargner son dos, ses articulations, on se rend compte que c'est intéressant d'avoir une vie du sol abondante et intense, en recyclant toutes les matières organiques facilement décomposables, notamment pour le potager, produites par le jardin et la cuisine. Et on verra à la fin, très rapidement, comment préparer la terre pour le printemps pour améliorer rapidement sa fertilité du sol. Donc je commence par une petite partie un peu, issue de la connaissance scientifique. C'est petit rappel parce que c'est toujours comme ça depuis plus de 300 millions d'années, comment se forme le sol, quels sont les constituants du sol et quel est le rôle de la vie du sol. Donc comment se forme le sol ? Eh bien, depuis que la vie est apparue sur Terre et que les premiers végétaux, d'abord tout petits, c'était des mousses, des lichens, des algues, puis ensuite des végétaux un petit peu plus grands, puis après sont apparus les arbres, avec la vie que nous connaissons aujourd'hui au fil des centaines de millions d'années de l'évolution. Voilà, mais ça fonctionne toujours la même chose. Au départ, il y a quelques végétaux, et ces végétaux, quand ils meurent, alors, leurs débris végétaux tombent sur le sol, et c'est la première manière de former un sol. Les sols se sont formés grâce à l'activité de décomposition des débris végétaux qui, à la mort des végétaux, tombent sur le sol. Donc ce sont des feuilles, des tiges, des racines, des exudats racinaires. Il y a aussi des apports par l'air, notamment de carbone et de matière organique. Donc voilà, c'est ce qui tombe à la surface du sol et qui rentre en relation avec la roche qui était là. Donc la roche, elle a évolué doucement, mais au départ, c'était des roches un peu brutes, des grès, des calcaires, comme on a ici en Ariège, des granites qu'on peut avoir dans d'autres régions. Et cette roche, peu à peu, avec les exudats racinaires, avec l'activité des bactéries, avec l'activité des mousses, des algues, tout ça s'est décomposé peu à peu. L'action du climat, l'alternance du chaud, du froid, de l'humidité, de la sécheresse, ça a commencé à se décomposer et cette décomposition est entrée en relation avec la matière organique pour former le sol que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il y a aussi, depuis la fin de la glaciation, il y a 12 000 ans, énormément d'apports qui sont arrivés par les rivières qui étaient bien plus amples que maintenant. Ici, c'était un glacier. Ces glaciers, quand ils ont fondu, ont laissé plein de sédiments. En même temps, en érodant la roche, tout ça, s'est déversé le long de l'Ariège jusqu'à la Garonne. Et ces sédiments ont recouvert les sols. Et puis, il y a aussi le vent qui apporte des éléments, et on connaît toujours ça puisque régulièrement on a des vents du sud qui émettent des sables du Sahara. Voilà, les sols se constituent de cette manière-là, mais les deux actions les plus importantes, c'est la première et la deuxième, et donc on voit bien que l'activité biologique est essentielle à la formation des sols.
Voilà, c'est vraiment la leçon qu'il faut retenir de ça. Alors, j'ai ici une deuxième image pour vous montrer ce que c'est qu'une plante et comment elle fonctionne. Une plante, il y a ce qu'on voit, partie aérienne, mais la partie aussi très importante, partie aérienne, c'est essentiel, c'est ce qui permet de capter l'énergie de la lumière, et cette énergie est, au niveau de la chlorophylle, utilisée pour transformer le gaz carbonique de l'air en sucre, le glucose, puis ensuite en sucre de plus en plus complexe. Et les racines permettent d'absorber l'eau qui est dissociée en oxygène et en hydrogène, d'absorber des sels minéraux. Et les racines, pour fonctionner, donc essentielles aussi à la fabrication de la plante, même si l'essentiel de la composition d'une plante, c'est du carbone provenant de l'air et de l'oxygène et de l'hydrogène provenant de l'eau, il y a aussi besoin de sels minéraux. Et ce sont les racines qui apportent l'eau et les sels minéraux. Et les racines, pour fonctionner, elles ont besoin, bien sûr, d'eau, mais en même temps, elles ont besoin de beaucoup d'oxygène parce que leur fonctionnement est aérobie. La plupart des plantes que nous cultivons dans nos jardins, et notamment les légumes, mais aussi les fruits, sont des plantes aérobies, avec un fonctionnement aérobie au niveau des racines. Et donc, il faut toujours qu'il y ait dans le sol à la fois de l'eau qu'apporte l'eau et les sels minéraux se dissous, et en même temps de l'air qui amène l'oxygène. Et ça veut dire qu'il faut une très très grande porosité pour que partout dans le sol, et sur un volume qui est... Alors les racines, le schéma est un peu faux, les racines sont bien plus importantes que ça, mais partout les racines doivent trouver de l'eau et de l'air. Et si la porosité du sol est insuffisante, l'excès d'eau souvent chasse l'air et les plantes meurent ou en tout cas sont en difficulté pour absence d'oxygène. Alors les racines que nous voyons à l'œil nu, c'est des racines de soutien qui permettent d'ancrer la plante dans le sol, mais les racines qui absorbent l'eau et les éléments minéraux dissous, ce sont les poils absorbants que l'on voit sur ce schéma-là ici, et puis sur cette photo-là qui est très grossie, que l'on voit tout le long de ces racines, c'est ça, c'est fine, on a l'impression que ce sont des radicelles, mais ils ne font que 0,035 mm, c'est-à-dire 35 micromètres. C'est invisible à l'œil nu, et c'est là que se fait l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Tout ça pour dire qu'il faut une très grande porosité. Et la grande porosité, il n'y a que la structure fragmentée, qu'on appelle la structure grumeleuse, fragmentée à l'échelle microscopique et à l'échelle un peu plus grosse, à l'échelle de la motte. Il n'y a que ça qui permet d'avoir beaucoup d'eau, beaucoup d'air et un grand développement racinaire qui va aller chercher les éléments nutritifs. C'est la structure grumeleuse qui permet cela, qui permet une bonne pénétration des racines, une bonne ramification, un bon développement des poils absorbants, une bonne pénétration de l'oxygène dans le sol, une bonne pénétration de l'eau dans le sol, mais quand il y a excès d'eau, comme on l'a connu en tout cas sur une grande partie de la France pendant tout le mois de janvier, avec du 215 mm de pluie à Rennes, du jamais vu, moi j'ai jamais vu ça, ça permet aussi à l'excès d'eau de s'évacuer sans stagner à la surface du sol. Ça permet aussi, pour le jardinier que nous sommes, un travail du sol beaucoup plus facile, et donc des sols moins secs en été, parce qu'ils retiennent l'eau dans cette porosité très grande. Donc des sols moins desséchants, ou avec moins besoin d'arroser quand il y a des étés caniculaires. Alors je continue avec cette image pour vous montrer, voilà, un cas là, un petit peu presque désespéré. Là, ce sont des navets qui ont été semés et puis patatras, il a beaucoup plu, avec une pluie forte, comme on connaît de plus en plus, avec des grosses pluies qui tapent la terre et qui créent à la surface du sol ce qu'on appelle une battance. Et là, regardez, les plantes, elles n'aiment pas, hein, avec des nervures vertes, le reste est jaune, des liserés rouges autour des feuilles. Il y a un manque là d'absorption des éléments nutritifs. On a l'impression qu'il manque d'engrais dans le sol. On a l'impression même que quand on voit les feuilles là, qu'il y a peut-être des maladies, des ravageurs qui attaquent les plantes. Mais si on ne regarde pas la plante, mais qu'on regarde le sol, on comprend tout de suite ce qui s'est passé. Hein. C'est qu'il s'est formé à la surface du sol une zone compacte, une croûte de battance, et que finalement, les plantes sont tout simplement asphyxiées. Le système racinaire ne peut plus fonctionner. Cette terre-là, elle contient tout ce qu'il faut, de l'azote, du phosphore, de la potasse, du calcium, du magnésium, du soufre et tout le reste, les oligo-éléments.
Il y a tout ce qu'il faut pour que les plantes poussent, mais manque d'oxygène, les racines n'arrivent pas à l'absorber. Et les micro-organismes qui sont liés aux racines n'arrivent pas non plus à faire ce travail d'aide pour que les racines absorbent mieux les éléments nutritifs. Et donc les plantes souffrent tout simplement parce qu'il y a une mauvaise alimentation en eau et en sels minéraux à cause, et même il y a quelque chose de pire qui peut se passer, c'est quand il y a une absence d'oxygène, au niveau du sol, il y a production de substances toxiques pour la vie du sol et pour les plantes. Voilà, et donc les plantes souffrent parce que la terre est asphyxiée et qu'elle a du mal à fonctionner. Et donc les plantes sont en mauvaise santé, et il y a un lien là qui s'opère avec le film que vous verrez plus tard, c'est que elles sont infiniment plus sensibles aux maladies, aux ravageurs, et donc on est fortement tenté, quand c'est comme ça, non pas de résoudre la cause, mais de résoudre le symptôme, et donc d'appliquer des pesticides chimiques, parfois pas chimiques, mais des pesticides quand même, alors que le problème, ce n'est pas un problème de maladie, ce n'est pas un problème de carence, c'est un problème de fonctionnement simplement du sol, parce qu'il est compact et qu'il ne peut pas fonctionner. Alors vous allez voir le lien peu à peu avec la matière organique. Je continue sur ce que c'est qu'une bonne terre. Une bonne terre de jardin, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le plus important pratiquement, ce n'est pas dans la partie minérale et organique, ça a de l'importance, mais le plus important, c'est la partie porosité. Une bonne terre, c'est au moins 50% de porosité. 50% de porosité qui permet à la fois d'avoir toujours de l'eau et de l'air, c'est la partie gauche de ce camembert. La partie pleine, quand on enlève l'eau, on regarde la matière sèche, eh bien, une très bonne terre, c'est beaucoup de matière minérale et seulement entre 1 et 5% de matière organique. Alors 1, non, ce n'est pas une bonne terre, 1%. C'est les terres des champs de culture de céréales qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un appauvrissement en matière organique. Une bonne terre, c'est plutôt 5% de matière organique. Voilà. 5% de matière organique, 95% de matière minérale. Ce qui nous montre que ce n'est pas en enrichissant la terre de manière excessive en matière organique, en mettant plein de compost, du terreau, et des lasagnes, et des trucs et des machins, qu'on améliore fondamentalement la terre, mais en faisant en sorte que cette matière organique nourrisse la vie du sol qui va fabriquer la structure grumeleuse que l'on voit sur la gauche et que l'on voit ici sur une terre limoneuse, une terre telle qu'on trouve dans une grande partie des sols français, où normalement, s'il n'y a pas de vie suffisante, il y a toujours de la vie, mais souvent elle est insuffisante, la terre peut être très compacte, alors qu'on voit ici, il y a des galeries de vers de terre, des grosses galeries, des moyennes, des petites, et puis on voit là que c'est comme du couscous avec des grains qui sont les uns à côté des autres, on voit même là des filaments de champignons que l'on retrouve ici. Voilà une terre structurée de façon grumeleuse, et je vais vous montrer comment ça se fait. Voilà, je reviens sur la composition d'une terre très rapidement. Quand on analyse une terre, on fait une analyse qu'on appelle granulométrique. Alors, ça se fait toujours de la même manière avec des béchères qui sont en pointe, comme ça, pas comme ici. Et quand on agite la terre dans de l'eau, elle se disperse peu à peu. Et ce qui retombe en premier, c'est ça qui nous permet de faire l'analyse. C'est d'abord les cailloux, puis les sables grossiers, puis les sables fins, ensuite les limons qui sont beaucoup plus fins, les argiles qui sont encore plus fins, donc plus légers, et puis il reste un petit peu de surnageant avec des argiles en suspension, et puis souvent au-dessus, on a de la matière organique qui flotte aussi. Voilà, les constituants du sol, quand on regarde en France, pour l'essentiel, ce sont des sols limoneux, alors limoneux sableux ou sablo-limoneux, et ce qu'on appelle les sols argileux, en réalité, c'est rare en France, ça représente à peu près 12% des sols français qui sont des sols argileux. Donc quand on dit « j'ai une terre argileuse de Lourdes », en réalité, c'est une terre limoneuse, limono-sableuse, souvent avec des sables fins, des limons, mais ce qui donne des terres souvent très, 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 très compactes, si la vie du sol n'a pas permis de la transformer en une terre grumeleuse. Alors j'y viens justement, les différents types de sols. Trois grands types de sols qui sont caractéristiques de l'essentiel des sols français. Alors le premier, c'est les sols sableux. Alors,
c'est pas très commun, hein. On en trouve ponctuellement ici ou là, le long des rivières ou dans certaines régions où il y a eu des dépôts de sable dans des mers peu profondes. Sur le littoral, les Landes par exemple, hein, il y a beaucoup de sols sableux bien sûr. C'est des minéraux, alors c'est des gros sables, sable grossier et sable fin. C'est amorphe, hein. Alors ça retient pas l'eau. Alors c'est très bien au printemps parce que très vite, avec les premiers rayons de soleil, ça se réchauffe, ça se ressuit bien, ça veut dire que l'eau en excès s'évacue rapidement pour vite mettre en culture. Mais enfin bon, ça ne retient pas les éléments nutritifs et donc les plantes ont du mal à pousser. Donc on est obligé de mettre là du coup plein de compost ou bien plein d'engrais organiques. Pour le jardinier, c'est des sols assez contraignants quoi, et qui ne permettent pas d'avoir une grande production au niveau des légumes et des fruits. Pour le jardin d'ornement, on trouve toujours des plantes adaptées, il n'y a pas de problème. Mais si on veut une production, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, alors ce n'est pas très commun en France, donc on passe là-dessus. Nous, on a plutôt des sols qui mélangent des particules de limon avec des sables fins, un petit peu d'argile. Dans la terre de mon jardin, près de Rennes, c'est 15% maximum d'argile, et puis un gros 50% de limon et le reste du sable fin. Voilà. Quand je suis arrivé dans ce jardin, la terre était compacte, mais alors comme un flanc au pruneau. Pruneau, c'était les petits cailloux, quoi. Un flanc compact, quoi. J'avais même du mal à enfoncer une fourche à bêcher dans le sol avec mon pied. Pourtant, j'étais plus costaud que maintenant. C'était la terre que beaucoup de gens ont, hein, et donc j'ai essayé de l'améliorer. Hein, et cette terre-là, elle peut être soit très compacte, soit très grumeleuse, comme du couscous. Voilà, donc au lieu d'avoir un flanc en pruneau qui est compliqué à travailler, voilà, très fatigant, et qui accueille peu de racines, qui contient peu d'eau et peu d'air, c'est bien plus intéressant d'avoir une structure grumeleuse où les mêmes éléments que là, eh bien, ils sont combinés sous forme de petits grumeaux à l'échelle microscopique, avec une porosité à l'intérieur de ces grumeaux et entre les grumeaux, avec un mélange intime de matière minérale et de matière organique, seulement 5% de matière organique. Et voilà, donc pour le jardinier, c'est quand même important la différence. À gauche, un sol compact limoneux, sableux, difficile à travailler. À droite, un sol grumeleux, le même, hein, un petit peu plus riche en matière organique et structuré comme un couscous qui s'émiette facilement. Voilà, donc là, à gauche, au début, c'était tellement difficile que je jouais un motoculteur pour le travailler, parce que c'était difficile, puis j'avais pas trop de temps. Et puis maintenant, c'est une terre tellement grumeleuse, on retrouve cette terre grumeleuse-là, que souvent un simple coup de croc permet de remettre en culture. Voilà, donc la question, c'est cette terre-là, évidemment, pour n'importe quel jardinier, c'est pas terrible, hein, on peine, et plus l'âge avance, plus ça devient difficile, alors que quand on a une terre qui est grumeleuse, bien structurée, facile à émietter, évidemment, c'est infiniment plus favorable pour le jardinier. Et avec le temps et l'âge où on a un peu moins de peps, évidemment, c'est bien plus intéressant d'avoir une terre grumeleuse. Alors la question, c'est de comment on passe de l'un à l'autre. Et c'est ça le secret de la terre fertile que je vais vous présenter maintenant, et c'est pour ça que vous êtes venus, c'est comment on passe de l'un à l'autre, quoi. Eh bien, passer de l'un à l'autre, c'est quasiment uniquement l'action des êtres vivants du sol. C'est pas le travail de la bêche, c'est pas le travail du motoculteur ou du labour avec un gros tracteur, c'est uniquement le travail des êtres vivants. Les bactéries pour l'essentiel, ce qu'on appelle les micro-organismes, avec des colles bactériennes qui permettent d'agglutiner sous forme de couscous les différents éléments du sol, les champignons qui complètent, les lombriciens, c'est-à-dire les petits vers de terre, les gros, les petits, les moyens, qui font aussi un travail remarquable, les racines du sol qui aussi sont un facteur de structuration, l'importance d'avoir un sol toujours cultivé, et voilà, c'est ce passage, c'est l'activité qui permet de transformer, mais à une condition, même plusieurs, seulement s'il y a suffisamment d'oxygène dans le sol, seulement, donc l'importance du décompactage préalable, seulement s'il y a suffisamment d'eau, en ce moment il n'y a pas de problème, et seulement s'ils ont une nourriture adaptée, une nourriture qui va leur fournir l'énergie
comme nous, dont ils ont besoin, et les éléments nutritifs, comme nous, dont ils ont besoin. Donc des paillages, des restitutions de matière organique, plutôt que de les porter à la déchetterie, ou plutôt de faire des gros tas de compost, on a vraiment intérêt à les laisser à la surface du sol pour nourrir les êtres vivants du sol. Donc maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet et vous parler de l'importance de tous ces déchets végétaux pour améliorer la structure, qui devient de plus en plus fertile, facile à travailler, qui retient mieux l'eau, mieux les éléments nutritifs. Donc le rôle prépondérant des bactéries du sol et qui se nourrissent des paillages nutritifs. Dès qu'on apporte sur le sol des débris végétaux qui se décomposent rapidement, ce sont essentiellement des débris végétaux jeunes, pas trop durcis par la lignine que l'on retrouve massivement dans les arbres et qui donnent aux végétaux souvent une structure rigide qui peut permettre aussi aux arbustes et aux arbres de monter en hauteur. Là, ce sont des débris végétaux issus de végétaux jeunes, par exemple les restes de culture, les jeunes arbustes que l'on taille au cours de leur croissance, juste après la floraison, donc des jeunes branches de moins d'1 an, peu lignifiées, ou des tombes de pelouse ou des restes de légumes. Bref. On verra après, dès qu'on met ces débris végétaux à la surface du sol, bien étalés comme on le voit ici, sous forme de paillage, les bactéries commencent, à condition qu'il y ait de l'oxygène et qu'il y ait de l'eau, commencent à s'attaquer aux parties les plus tendres de ces débris végétaux, les sucres, la cellulose, les acides aminés qui contiennent de l'azote, etc. Et pour décomposer cela et s'en nourrir, les bactéries fabriquent un mucus qui leur permet de se déplacer, qui leur permet aussi de mettre leurs enzymes digestifs dans ce mucus, et ces enzymes digestifs coupent les molécules de cellulose, les molécules de sucre comme l'amidon, etc. Et ensuite, les bactéries réabsorbent ça. Et ce mucus joue un rôle de colle qui permettent d'agglutiner les uns aux autres les grains de limon, les grains de sable grossier, les grains de sable fin, les particules fines d'argile, les débris végétaux. Donc on voit ici un schéma, c'est très schématique, des débris végétaux qui commencent à être attaqués, les colonies de bactéries qui sont autour, le mucus qu'elles fabriquent, et ce mucus colle les matières minérales pour former ces microgrumeaux à l'échelle microscopique, 0,02 mm. Mais ces microgrumeaux s'agglutinent les uns avec des autres pour donner des grumeaux plus gros, jusqu'à ceux qu'on peut voir à l'œil nu. Et puis ensuite, ces grumeaux visibles à l'œil nu s'agglutinent à leur tour pour donner les mottes, les petites mottes, les moyennes mottes que l'on voit dans la terre quand on l'émiette. Voilà. Il y a aussi les filaments de champignons qui profitent de cette ressource pour venir se nourrir. Voilà. Donc, les colles bactériennes, on le sait aujourd'hui, c'est l'élément essentiel pour la structuration des sols, pour agglutiner à la fois les éléments minéraux et les éléments organiques, pour former la structure grumeleuse facile à entretenir, pour donner un sol aéré et qui permet à la fois d'avoir un bon système racinaire. Et cette activité, elle est très intense, elle est extrêmement rapide. Donc voilà, la structure grumeleuse et la fertilité sont intimement liées à la vie du sol. Donc plus le sol est vivant, plus il y a d'activité biologique, plus la structure grumeleuse facile à travailler se forme. Et donc plus le sol est facile à travailler et nutritif pour les plantes. Donc c'est essentiellement les bactéries aidés par les champignons et les vers de terre qui fabriquent cette structure grumeleuse. Donc on voit des éléments là, de bactéries ici, les champignons avec le mycélium, les vers de terre qui complètent, et le travail du sol contribue très peu à la fabrication de la structure grumeleuse, voire pas du tout. Le travail du sol permet juste d'émietter une structure compacte. Voilà, ça émiette jusqu'à faire de la poussière si on émiette de trop. Et dès qu'il pleut, ça reprend en masse, et l'année d'après, il faut refaire le même travail d'émiettement. Mais jamais on obtient de structure grumeleuse s'il y a seulement le travail du sol. Le travail du sol reste pour autant nécessaire, parce que cette structure grumeleuse-là
qu'on a vu précédemment. En hiver, la colle a tendance à coller fortement. Donc c'est comme vous, quand vous sortez du frigo un plat de couscous ou un plat de riz ou un plat de coquillettes qui avait été stocké parce que vous en aviez trop cuit, vous prenez la fourchette pour réémietter ça. Nous, la fourchette, c'est le croc, c'est la fourche à bêcher, on va voir après, qui permet de reséparer en fin d'hiver ces différents grumeaux pour ces éléments de la structure grumeleuse. Donc c'est juste le travail du sol que l'on a à faire, sachant que c'est très facile à faire. Voilà, donc l'activité biologique intense se nourrit des débris végétaux en état de décomposition. Elle se nourrit, qui se décomposent rapidement et qui sont laissés sur la surface du sol, mais assez peu du compost. Le compost, c'est déjà décomposé. Et quand on met du compost sur le sol, eh bien, ça nourrit finalement très peu les êtres vivants du sol, contrairement à ce qu'on a pu croire pendant longtemps. Ça nourrit très peu les bactéries, un peu les champignons, mais ils travaillent tellement lentement qu'on ne compte pas sur eux de trop. Ça nourrit très peu les vers de terre. Alors, on va quand même mettre un petit coup d'œil sous le sol pour comprendre de quoi il est composé au niveau de la vie du sol et de quoi on parle. Donc, je reviens sur ce que c'est qu'un sol. Montré différemment. Un sol, c'est 95% de matière minérale, 5% de matière organique, totale. On va regarder ce que sont ces 5% de matière organique. Ces 5% de matière organique, c'est essentiellement des matières organiques mortes, 85%, des racines, 10%, et la partie des êtres vivants qui fabriquent la structure grumeleuse, dont les bactéries, c'est 5%. 5% de 5%. On va regarder de quoi est composé ces 5%. Ça, c'est des analyses fines qu'on fait en laboratoire à l'université et à l'INRA. Dans le 5%, on a le gros du bataillon, bactéries et actinomycètes, c'est des sortes de bactéries un peu ramifiées. On est à quasiment 40%. C'est l'essentiel des êtres vivants. Vous voyez, important ça. Les protozoaires, nématodes, je vais vous montrer ce que c'est après, 11%, vers de terre 22%, champignons, algues 28%. Voilà, on a presque la moitié des êtres vivants du sol, ce sont des bactéries. Vous voyez, et donc elles jouent un rôle très important grâce au mucus, aux colles bactériennes qu'elles fabriquent. Donc la biodiversité des sols, si on regarde bien, 5% de 5%, ça fait 0,25% du poids du sol, autrement dit 0,25 grammes pour 100 grammes. C'est très peu, hein? C'est très peu. Et toute la fertilité du sol repose sur ça. Et là, toute la production agricole et jardinière alimentaire de maintenant, d'hier, de maintenant et des générations futures repose sur cette activité biologique qui se nourrit des débris végétaux en décomposition. Vous voyez que notre humanité, elle repose sur pas grand-chose, quoi. Mais essentiel. Sans eux, les sols ne sont pas fertiles. Alors on peut vivre sans eux. On peut vivre sans eux, mais pas très longtemps, parce que ça veut dire des gros tracteurs avec des gros systèmes de travail du sol qui demandent beaucoup d'énergie aussi pour faire des engrais chimiques directement absorbés par les plantes. On sait que ce n'est pas durable sur le long terme. Pour l'instant, ça marche encore un petit peu. On est rendu on a encore 1% de matière organique dans les sols cultivés en céréales. C'est pas beaucoup, ça peut encore descendre, malheureusement. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça augmente. Et pour nourrir la vie du sol, et plus la vie du sol sera importante, plus ça sera facile de travailler la terre, moins il y aura besoin d'énergie, de gros tracteurs. On a toujours besoin de travailler la terre, mais avec moins de gros tracteurs, moins d'énergie. Et je ne mets jamais d'engrais, je n'achète jamais d'engrais. Le recyclage permanent de tous les débris végétaux laissés à la surface du sol permet finalement, si ça se fait rapidement, de nourrir la vie du sol. Alors je reviens aux bactéries qui sont si nombreuses et si importantes. Les bactéries, c'est des milliers d'espèces, des milliards d'individus, mais on va les classer en grandes catégories. Il y a celles qui sont à la surface du sol, celles dont j'ai déjà parlé, qui vont attaquer, décomposer pour s'en nourrir les débris végétaux qu'on laisse à la surface du sol. C'est les plus nombreuses, ce sont des décomposeurs. Voilà. Donc elles font un énorme travail, elles consomment les parties les plus tendres, elles laissent aux champignons les parties plus difficiles. Il y a toujours un tout petit peu de lignine, même dans de l'herbe, et donc cette lignine plus difficile à décomposer, c'est plutôt les champignons qui le font. Elles s'occupent des parties tendres, elles y vont franco, et ça va très vite.
Voilà, et donc ça libère des sels minéraux que les racines vont pouvoir absorber. Il y a des bactéries qui sont dans l'eau du sol, hein, et qui, elles, on les voit avec leur gazogène sur le dos, là, c'est un symbole pour montrer qu'elles sont capables de fixer l'azote de l'air, et cet azote, l'air c'est 78% d'azote, hein, et donc cet air pénètre dans le sol, et puis ces bactéries sont capables de le transformer en nitrate et le restituer ensuite aux plantes. Il y a les bactéries, on la voit avec son piolet, c'est celles qui attaquent la roche, qui ont commencé à former les sols, puis maintenant elles continuent, hein. Elles attaquent la roche et elles libèrent dans la roche. Dans la roche, il y a plein d'éléments minéraux, hein. Il y a du phosphore, de la potasse, du calcium, du magnésium, ici beaucoup de calcium, voilà. Et elles rendent solubles ces minéraux et ça leur permet ensuite d'être absorbés par les plantes. Et puis il y a plein de bactéries qui sont liées aux racines des plantes, qui font partie du microbiote racinaire, comme nous avons notre microbiote intestinal qui nous aide à absorber au travers de la paroi intestinale les éléments dont nous avons besoin. Et bien de la même manière, le microbiote racinaire aide les plantes à absorber l'eau et les sels minéraux. Les champignons y contribuent aussi. Et en échange de quoi, les racines des plantes donnent une partie de la matière organique que la plante fabrique. 30% de la matière organique fabriquée par les plantes sert en monnaie d'échange pour nourrir les bactéries qui sont liées aux racines. Voilà, le système racinaire, c'est très complexe, un rôle très important, donc je le redis ici, décomposition de la matière organique pour utiliser les sucres, la cellulose, l'azote. Elles permettent la formation de la structure grumeleuse à l'échelle microscopique grâce au col qu'elles fabriquent. Elles libèrent les éléments nutritifs dont les plantes ont besoin. Certaines fixent l'azote de l'air. C'est un bon moyen d'enrichir le sol en azote. Elles aident les plantes à assimiler les sels minéraux. Un rôle considérable, des milliers d'espèces. Dans une poignée de terre, c'est des milliards d'individus. Une bonne terre, bien sûr, quoi. Voilà. Et donc, tout ce monde-là ne demandent qu'à bien... Ils sont dans le sol. Il n'y a pas besoin de rajouter de bactéries, il y en a déjà plein. Et sauf juste leur donner des bonnes conditions de développement. Ça sert à... c'est juste ça notre préoccupation. De quoi elles ont besoin, ces bactéries, ces microbes du sol? Eh bien, elles ont besoin d'air, comme nous. Voilà. Donc, elles ont besoin d'un sol qui est fissuré, au moins suffisamment au départ. Donc, si on met des débris végétaux sur une terre compacte, il n'y a pas d'oxygène à rentrer dans le sol, il ne se passera pas grand-chose. Les années vont passer, 1 an, 10 ans, 20 ans, puis finalement les sols ne vont pas vraiment beaucoup s'améliorer, quoi. Dans nos sols cultivés, si le sol est compact, au départ, faut juste, avec un mouvement de bêche, on enfonce la bêche dans le sol, et juste un mouvement de va-et-vient très léger permet d'éclater un tout petit peu la terre, de faire des fissures, et l'oxygène rentre. Et à ce moment-là, la machine vertueuse se met en place avec l'action des bactéries. Elles ont besoin d'eau. Bon, ça tombe bien. Mais quand c'est l'été, et qu'il y a des années sèches comme 2022, elles manquent d'eau. Donc, elles manquent d'abord d'oxygène, en fissure, mais ça peut manquer d'eau. Donc, le paillage, les débris végétaux qu'on laisse à la surface du sol permettent de retenir l'eau qui s'infile dans le sol, et ensuite, en été, ça retient l'eau davantage. Elles ont besoin aussi d'une alimentation source d'énergie facilement utilisable, donc les sucres, la cellulose, l'amidon qu'on retrouve par exemple dans les pommes de terre ou dans des racines ou dans des tiges même, une source de sucre facilement utilisable, hein, donc pas la lignine qui est une forme de sucre très complexe et très élaborée qu'elles ne peuvent pas utiliser. Donc on évite le bois dans nos sols, on évite les débris de bois, le paillage avec le bois, on évite le bois aussi dans le compost, parce que ça, c'est une nourriture qui ne permet pas de nourrir les bactéries, et pas non plus les vers de terre. Donc on a une alimentation source d'énergie et de nutriments directement assimilables, et puis elles ont besoin de chaleur, donc en hiver, ça s'arrête pas complètement, mais ça se ralentit. Mais si on a paillé, ça permet les débris végétaux pendant l'automne et l'hiver, ils retardent le refroidissement du sol, et elles ont besoin, les bactéries détestent l'excès de chaleur en été. Au-delà de 25 degrés, elles commencent à avoir du mal à fonctionner. Ça tombe bien. Sous un sol couvert de débris végétaux, donc bien paillé, la température ne dépasse rarement, très rarement, même en 2022, j'ai pu le mesurer aussi, 25, 26 degrés. Alors que la terre d'à côté, pas paillée, on atteint les 40 degrés. Et là,
la vie s'arrête provisoirement, mais elle s'arrête quand même. Donc une bonne chaleur autour de 18, 20, 25 degrés maximum grâce au paillage. Voilà, et donc je reviens sur le décompactage préalable avec une fourche à bêcher ou avec une grelinette pour ramener de l'oxygène dans le sol et ensuite pour émietter. Alors très rapidement, les champignons aussi constituent un élément important de la structuration du sol, mais ils fabriquent aussi une colle qu'on appelle la glomaline avec un réseau de filaments, comme on voit ici, très intense, qui aide la terre à se structurer, mais ils le font très lentement. Contrairement aux bactéries qui se multiplient, qui se divisent très rapidement, les champignons, ça met du temps à s'installer quand même. Et eux, ils se nourrissent d'une nourriture que les bactéries ont du mal ne peuvent pas utiliser, c'est la lignine. La lignine qu'on trouve dans toutes les plantes, ce qui leur donne un peu de rigidité, mais qu'on trouve essentiellement, quand même, de façon importante, dans les arbustes et dans les arbres pour pouvoir grimper vers le ciel, quoi. Donc ces champignons font ce travail de décomposition, et donc les feuilles mortes un peu épaisses, un peu coriaces, les brindilles, les branches, les racines mortes, souvent les grosses racines difficiles à décomposer, ce sont les champignons qui le font. Alors très rapidement, d'autres éléments de la vie du sol, mais il y a ce qu'on appelle la microfaune microscopique, la mésofaune qu'on voit à peine à l'œil nu, en tout cas moi j'ai bien du mal, et puis celle qu'on voit un peu plus parce que beaucoup plus gros comme le ver de terre. Donc, je passe en revue quelques-uns. Voilà, la microfaune, les protozoaires. En voilà ici, les ciliés, les paramécies, les flagellés, voilà, tout ça, ça circule dans l'eau du sol et ça contribue ça aide à décomposer la matière organique et à fournir des éléments nutritifs aux bactéries et aux plantes ensuite. Il y a plein de petites bestioles qu'on retrouve massivement dans le compost, mais aussi dans les paillages en décomposition, les colamboles. Les acariens, la plupart des acariens sont des décomposeurs de matière organique. Voilà un exemple. Les cloportes aussi, qui sont des décomposeurs, souvent des matières un peu plus boisées, les feuilles un peu épaisses, les petites brindilles. Eux, avec leurs petites mandibules, ils arrivent à casser ça. Les mille-pattes, les myriapodes, il y a une grande partie qui sont des décomposeurs. Et les stars des stars, les stars des stars. On en parle beaucoup, peut-être un peu excessivement d'ailleurs. Ils sont importants, mais c'est pas non plus. Ça n'existe pas, les vrais stars. Les vrais stars dans le sol, c'est les bactéries. Eux, ils aident, ils contribuent de façon importante. Les vers de terre. Ce sont des décomposeurs, eux aussi, ils ne vivent que de matière organique en décomposition, comme l'essentiel des bactéries du sol. Mais en même temps, ils font des galeries, ils remuent la terre, donc ce sont aussi des laboureurs. Ils fabriquent des turicules, c'est leur tas de crottes, à l'intérieur du sol ou en dessus. Ils aèrent donc beaucoup plus la terre à l'échelle macroscopique et contribuent, comme les bactéries, à produire des éléments nutritifs pour les plantes. Les vers de terre sont très peu nombreux dans les sols, il n'y a pas beaucoup d'espèces, c'est 7 à 8 espèces maximum dans chaque région. Ce n'est pas un nombre important d'individus comparé aux bactéries, mais ils complètent bien le travail des bactéries. Alors il y a les vers de terre qui vivent que à la surface dans les débris végétaux en décomposition, on les retrouve dans le compost. Ce sont les épigées qui vivent, ils sont souvent petits, annelés, rouges, intenses. Si on les met dans la terre, eux ils meurent, ou ils essayent de partir parce qu'ils ne vivent que dans la matière organique en état de décomposition. Juste en dessous de cette matière organique qui couvre le sol, il y a les vers de terre les plus nombreux en termes d'espèces et d'individus. On les appelle les endogés, entre 0 et 30 cm. Ils font des galeries horizontales et ils viennent manger à la surface du sol les débris végétaux que les bactéries ont commencé à décomposer, et les épigées aussi. Ils mangent ça, ils mélangent ça à leur tube digestif, ils font des galeries horizontales et ils font leurs crottes dans les galeries. Ils améliorent la terre de l'intérieur, entre 0 et 30. Et puis, les moins nombreux, en termes d'individus et d'espèces, on les appelle les anéciques, mais on les connaît bien, c'est les gros vers rouges ou les gros vers noirs qui montent et qui descendent, et ils montent chercher les débris végétaux à la surface du sol, ils les tirent dans leur galerie, ça s'imprègne de bactéries, de champignons, puis quand c'est bien ramolli et un peu décomposé, ils viennent les manger, ils mélangent ça avec la terre et ils ressortent des crottes à la surface du sol, des turicules qu'on voit à la surface du sol, et aussi une partie dans la terre, parfois même en profondeur, à 20, 30, voire 40 cm de profondeur. Voilà, et les vers de terre font des galeries. Alors cette image-là, c'est un sol compact. Il n'y a pas beaucoup de vers de terre, mais il y en a toujours des vers de terre, il y en a toujours, dans tous les sols, il y en a.
mais il n'y en a pas beaucoup. Et là, regardez le peu de galeries qu'il y a, oh là là, une manne pour les racines. Elles se précipitent toutes dedans, comme toutes les voitures sur une autoroute. Bref, il n'y a qu'une autoroute, il n'y a pas de petite route à côté, toutes les voitures vont dessus. Là, toutes les racines vont dans cette galerie. Bon, c'est bien, mais on aimerait bien qu'elles aillent plus loin, quoi, hein, les racines. Explorer tout le volume de la Terre. Et voilà, une Terre bien structurée. Et ça, c'est une photo assez étonnante. C'est une photo où la chercheuse de l'INRA de Rennes, elle a pris en photo que la partie vide du sol. Donc le réseau des galeries, la porosité du sol, là, des galeries de vers de terre. Guénola Pérez, chercheuse à l'INRA de Rennes. Et là, on voit les grosses galeries des vers de terre verticaux qui mettent en relation la surface du sol et la profondeur, et qui permettent l'infiltration de l'eau quand il pleut beaucoup. Dans la terre de mon jardin, même après des pluies intenses et vraiment intenses, l'eau, elle s'infiltre au fur et à mesure. Je n'ai jamais vu de tout le mois de janvier de l'eau stagner à la surface du sol, grâce à ce réseau de galeries, notamment des vers anéciques. Les galeries horizontales que l'on voit ici, bien plus nombreuses, les endogées, et on voit ici les chambres d'estivation ou de repos des vers, ici remplies de crottes, donc une amélioration de la porosité très très intense. Et là, évidemment, les racines des plantes n'ont aucune difficulté pour explorer tout le volume du sol, 100% utile pour fournir des éléments nutritifs et de l'eau, et pour nous, les jardiniers, évidemment, infiniment plus facile à travailler. Donc les bactéries, les vers de terre se complètent, les microbes en général. Donc en résumé, dès qu'on met des débris végétaux à la surface du sol, les bactéries, les champignons, commencent à décomposer les plus tendres. Les bactéries s'occupent des sucs, des graisses, des protéines, de la cellulose. Hein. Voilà, c'est ça qu'elles aiment. Elles font plein de mucus qui fait aussi office de colle bactérienne. Les champignons se développent plus longtemps, mangent de la cellulose aussi, mais aussi de la lignine. Il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Et puis les vers de terre, quand les bactéries ont fait déjà un gros travail de décomposition, remontent à la surface du sol et à l'intérieur du sol pour les endoger, manger les débris végétaux ramollis par la décomposition par les bactéries. Ils mélangent ça dans leur tube digestif, mélange intime de mucus digestif des vers de terre, de bactéries, de matières minérales, de matières organiques, tout ça mélangé à l'échelle du tube digestif du ver de terre, c'est petit, hein, et tout ça ressort sous forme de crottes, les turicules qui, en séchant, sont la structure grumeleuse que l'on voit à l'œil nu et qui est extrêmement facile à travailler. Ils rejettent en partie à la surface du sol, en partie dans le sol. Voilà, les vers de terre complètent le travail des bactéries. Les bactéries font la structure grumeleuse à l'échelle microscopique, invisible à l'œil nu. Les vers de terre agrègent ça sous forme de gros grumeaux visibles à l'œil nu grâce à leurs turicules. Et donc, notre travail, ce n'est pas de taper sur la terre pour l'émietter. On peut le faire, mais ce n'est pas durable, il faut toujours le refaire et c'est fatigant. Notre travail, c'est de donner à manger aux êtres vivants du sol et la nourriture dont nous avons sous la main en permanence et renouvelable tous les ans, tout au long de l'année, ce sont nos débris végétaux et le compost très peu, sauf s'il est à peine mûr, qu'on appelle ça demi-mûr. C'est pas du vieux compost, mais du compost très jeune, encore grouillant de vie. Là, ça peut convenir, mais surtout pas du compost mûr qui n'a pas beaucoup d'action à ce niveau-là. Et ce qui permet d'avoir une grande porosité ici, comme de la pierre ponce. Donc, en résumé, comment améliorer la terre rapidement? Donner à manger aux êtres vivants du sol la nourriture qu'ils aiment, surtout des végétaux jeunes à décomposer rapidement, surtout pour le potager, bien entendu, riche en cellulose, hémicellulose, sucre, azote, des végétaux riches en azote, mais pauvres en lignine et en tannin, qui se décomposent vite. Voilà, nos déchets végétaux, ils ne demandent que ça, d'être utilisés dans le jardin plutôt que d'être portés à la déchetterie. Les plus tendres, on va les utiliser préférentiellement pour le potager. Je vais développer cela après. C'est les végétaux, les débris végétaux les plus tendres qui se décomposent rapidement, qui améliorent intensément et rapidement la structure du sol. Donc on va les garder précieusement. Par exemple, les tontes de pelouse, c'est un exemple pour le potager. Les débris végétaux un peu plus durs, un peu plus rigides,
un peu plus âgés la plupart du temps, un peu plus riches en lignine, de fait en tanins, voire en cire, qui donnent des feuilles cirées, des persistants, hein, qui sont plus difficiles à décomposer. Les végétaux aromatiques ont des essences, des huiles essentielles, difficiles à décomposer aussi, décomposition lente. On va plutôt les réserver pour le jardin d'ornement. Ils contribuent à améliorer la structure du sol, mais très très lentement. Donc ce n'est pas cette rapidité qu'on a besoin pour le potager. Alors, je développe les débris végétaux pour le potager. Oui, je ne vous ai pas demandé qui a un potager parmi vous. Levez bien haut la main. Ah oui, bah quand même. Je fais bien de parler du potager, hein. Quand même. Voilà. Donc les débris végétaux les plus utiles pour le potager, qui nourrissent très vite les bactéries, eh bien, ce sont les déchets même du potager, les restes de culture, hein, plutôt que de les mettre dans un tas de compost. Les vieilles feuilles de chou, les vers du poireau un petit peu abîmés, les feuilles de salade un peu abîmées, les restes de petits pois, quand on a mangé les petits pois, il reste les gousses, les tiges, les feuilles, les restes des tiges, des gousses, des fèves, pareil pour les haricots, etc., etc. Les feuilles de navets, les feuilles de radis, on peut faire de la soupe, mais des fois ils sont un peu abîmés, on les laisse sur place. On les laisse sur place. Les feuilles de rhubarbe, on les laisse sur place. Voilà, ça couvre le sol, c'est ça. Les tombes de pelouse. Qu'est-ce que c'est que de la tombe de pelouse? C'est de la matière jeune, tendre, qui se décompose extrêmement rapidement. L'herbe verte, les herbes indésirables aussi, finalement, se décomposent très vite, à condition qu'il n'y ait pas les graines. Les restes de fleurs, de vivaces, toutes les fleurs après la floraison, elles fanent souvent, donc il faut les couper. Tout ça, c'est très tendre et ça se décompose très vite. Les tailles des jeunes pousses de rosier qui sont nées dans l'année, qu'on va tailler au mois de juin après la première floraison. Les herbes indésirables, les voici. Les engrais verts jeunes, qu'on va couper jeunes avant qu'ils soient trop durs, trop lignifiés. Voilà. Les déchets de cuisine. On peut très bien, c'est plus délicat, il faut faire attention pour que visuellement ça soit joli, on peut aller mettre ces épluchures de carottes, de courgettes, de potirons, de haricots, enfin voilà, à la surface du sol directement, hein. Le compost aussi, mais on peut les mettre dans le jardin directement. Le compost jeune, voilà, ça nourrit très bien à condition qu'il soit encore grouillant de vie, de même le fumier s'il est peu décomposé. Dans les feuilles mortes, les plus tendres, telles que les feuilles de noisetier, qui ne sont pas couvertes de cire, qui ne sont pas trop rigides, qui sont plutôt molles un petit peu. Voilà, elles se décomposent très bien, hein. Voilà des exemples, tilleul, noisetier, forsythia, etc. Les tailles annuelles des arbustes, quand on taille au mois de septembre, c'est la jeune pousse de l'année, ou voilà, ça c'est éventuellement en fin d'hiver après la floraison, la pousse d'1 an maximum, ça peut éventuellement convenir. Voilà, donc tout ce monde-là nourrit rapidement les bactéries, ça libère rapidement au bout de quelques mois des éléments nutritifs, azote, phosphore, potasse, ça améliore très rapidement la structuration du sol, on voit dans l'année une amélioration qui va vers la structure poreuse, c'est spectaculaire, hein, dès la première année de changement de manière de faire, on voit des résultats, et donc par contre ça se décompose vite, donc c'est à renouveler régulièrement. Pour le jardin d'ornement, eh bien, on peut utiliser les mêmes déchets que je viens de dire, hein, pour le potager, mais généralement, si on a un grand potager, il n'en reste pas beaucoup, hein, voilà, dans le jardin d'ornement. Donc, dans le jardin d'ornement, on va utiliser les déchets qui sont un peu plus longs à décomposer. Donc, quand je dis jardin d'ornement, c'est les fleurs, c'est les rosiers, c'est les arbustes des haies, c'est les arbustes des massifs décoratifs, ça peut être les camélias, ça peut être les hortensias, ça peut être les rosiers, les forsythias, les spirées, les dodias, etc. Les fleurs annuelles, vivaces, voilà. Ils n'ont pas besoin de pousser rapidement. Et puis du reste, on ne leur demande pas de produire énormément, on veut juste qu'ils soient beaux, quoi. Donc eux, ils se contentent de débris végétaux qui mettent du temps à se décomposer, moins sous l'action des bactéries, plus sous l'action des champignons. Et donc tout ce qui est un petit peu plus rigide, un petit peu plus épais, un peu plus cireux, un peu plus... on l'utilise plutôt dans le jardin d'ornement. Voilà, donc les feuilles mortes, plus épaisses, laurier palme, platane, chêne d'Amérique, magnolia, camélia, voire eucalyptus, voire résineux, thuya, cyprès. Les branches broyées, si elles sont un peu plus épaisses, si elles ont largement plus de 2 ans, comme on voit au-dessus.
les tailles, les résineux, les bambous. Voilà. Tout ça, c'est plutôt pour le jardin d'ornement. Alors, je vous remonte ici. Allez, c'est mon côté scientifique, là. C'est pas facile à comprendre pour certains. Pour d'autres, ça peut être plus facile. Cette courbe-là, c'est l'amélioration de la structure du sol et de la stabilité de la structure du sol au fil du temps en fonction des débris végétaux qu'on met à la surface du sol. On voit là une amélioration spectaculaire, mais qui ne va pas durer très longtemps, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, mais déjà bien, mais très intense. Ça, c'est quand on met des déchets végétaux à décomposition très rapide et quasiment complète, tonte de pelouse, engrais verts jeunes, restes de culture tendres non ligneux, donc production, nourriture très excellente pour les bactéries, production intense de colle bactérienne, mais un effet qui n'est pas très durable dans le temps, parce que les colles bactériennes n'ont pas non plus une durée de vie éternelle, puis une fois qu'elles ont décomposé, les bactéries n'ont plus rien. Donc il faut renouveler régulièrement cet apport, voilà. Mais on en a tout au long de l'année, on a des débris végétaux qui se décomposent rapidement. On a une amélioration là presque spectaculaire, presque aussi spectaculaire en 2, mais qui retombe moins vite et qui dure plus longtemps. C'est quand on amène des débris végétaux à action assez rapide, qui nourrit un petit peu plus rigide, peut-être un peu plus sec, par exemple de la paille, des fleurs sèches, des feuilles mortes, les arbres, du broyat de petites branches de l'année. Voilà, j'évoquais la taille des arbustes après la floraison. Voilà. C'est bien aussi, ça va nourrir moins spectaculairement les bactéries, mais quand même bien. Et donc on voit une amélioration qui est très correcte, qui va durer un peu plus dans le temps. En 3, là, on voit une amélioration de la structuration du sol et de la stabilité de cette structuration du sol, quand il pleut beaucoup notamment, ça résiste. Donc là, ça améliore un petit peu, moins quand même, mais là aussi plus durable. C'est quand on met des composts, du compost demi-décomposé, des jeunes branches broyées de 2 ans, du broyat d'arbustes persistants, des jeunes pousses de l'année ou de 2 ans, avec des cires qui retardent la décomposition. C'est plus les champignons qui décomposent. Ça améliore moins la structure du sol. Ça va durer un peu plus longtemps. Puis là, on voit une amélioration très faible, alors qui va durer très longtemps, mais enfin, c'est quand même pas terrible. Ça, c'est quand on utilise des composts très mûrs, très vieux, quand on utilise du compost de déchets verts, quand on utilise des broyats de branches. Voilà, petite amélioration, mais quand même faible. Voilà. Donc nous, on aime bien les 3 premiers, surtout le 1, le 2. Dans le jardin d'ornement, le 3 est très bien aussi, mais dans le potager, on va vraiment privilégier ça. Mais on va le faire tous les ans, ce qui fait qu'en permanence, on entretient une structuration très solide du sol parce qu'on renouvelle régulièrement tout au long de l'année, tous les ans. Donc permettez-moi d'insister un petit peu lourdement sur le fait qu'aujourd'hui, et je pense que Marc-André Selos a dû vous en parler l'année dernière, dans l'amélioration du sol, la lignine contenue dans les débris végétaux, dans les végétaux qui sont un petit peu âgés et qui montent, qui s'élancent vers le ciel, les arbustes et les arbres, en plus imprégnés de tanins. On sait que c'est très long à décomposer, ça peut être l'ordre de plusieurs années, même voire de plusieurs siècles. Donc ça a tendance à s'accumuler temporairement dans le sol, ça nourrit peu les bactéries, pas du tout même, ça ne nourrit pas les vers de terre, ça bloque le cycle de l'azote de façon durable et ça réduit la production intense du potager, surtout au printemps, et avec le temps, ça réduit la fertilité du sol. Donc on évite le broyat de branches, autant dans le compost que dans le paillage. Donc, qu'est-ce qu'on fait du broyat de branches si on en a ? On peut l'utiliser pour pailler les allées du jardin ou pour pailler des plantes du jardin d'ornement, et on va le voir après aussi pour se chauffer. Voilà, donc je passe rapidement pour arriver au paillage, pour vous expliquer ce que c'est que le paillage et comment on l'utilise. Donc on a démarré un petit peu plus tard, donc je vais finir un peu plus tard que prévu, mais j'accélère. Le paillage, c'est l'utilisation des débris végétaux pour couvrir le sol. Ça entretient la fertilité naturelle du sol, on l'a dit. C'est simple, c'est facile. Et je tiens à dire que tout
quel que soit le paillage, ça convient à tous les styles de jardin, quels qu'ils soient. On a trop longtemps associé paillage à... Voilà, on étale ça à la surface du sol, c'est pas forcément très joli. Le paillage convient aussi bien dans des jardins très naturels que des jardins très sophistiqués, voire jardins à la française, hein, avec des belles allées, des belles perspectives, des petites haies taillées, jardin anglais, jardin d'inspiration japonaise, tous les styles de jardin. Le paillage convient pour tous les styles de jardin. Et tous les débris végétaux peuvent être utilisés pour le paillage. Ça nous laisse une grande amplitude d'utilisation, hein, tous les styles, tous les débris végétaux. Autrement dit, rien ne doit être jeté, seulement les idées reçues. Et là, il y en a un paquet hein, sur l'utilisation des paillages. Donc les débris végétaux, c'est gratuit, c'est produit sur place, tous finissent par se décomposer plus ou moins vite, et toutes les parties du jardin, tous les styles de jardin, mais toutes les parties du jardin gagnent à être couvertes sous forme de paillage, les fleurs annuelles vivaces, les rosiers, les arbustes d'ornement, les allées, le potager bien entendu, j'ai oublié de le mettre. Bref, il n'y a que la pelouse hein, qui ne souffre pas d'une couverture par un paillage permanent, sinon l'herbe va disparaître. Voilà. Alors l'effet du paillage pour nourrir la vie du sol, c'est très important. Ce n'est pas ce que je mettais en valeur il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je parlais beaucoup du paillage, mais comme alternative aux pesticides, pour éviter d'utiliser des désherbants, pour maintenir la qualité de l'eau. Voilà. Donc c'était éviter d'utiliser du Roundup hein, ou d'autres désherbants alternatifs. Une terre nue, c'est une terre qui se couvre de plantes indésirables. C'est obligé, et tant mieux. Ça veut dire que la terre est fertile et qu'il y a des plantes qui en profitent. Sauf que nous, jardiniers, des fois, elles sont un peu trop prolifiques à nos goûts, parfois pas toujours jolies. Et donc on préfère les limiter. Et donc le paillage permet d'éviter de garder la terre nue et d'éviter l'installation des herbes indésirables. Donc ça, c'est essentiel. Le paillage permet aussi de protéger la terre quand il pleut beaucoup et ça évite la formation de la battance. Ça limite, il n'y a plus besoin de biner, plus besoin de bêcher dans le jardin d'ornement, notamment. Donc on ne travaille plus la terre entre les plantes du jardin d'ornement, plus besoin de bêcher. La terre reste souple et grumeleuse si la vie du sol a pu décomposer ça et on renouvelle le paillage simplement. Ce schéma-là, il est issu d'un livre, La compost et paillage, qui est à l'entrée. Il montre bien l'action du paillage par rapport à l'impact des gouttes de pluie et l'eau qui reste dans le sol. Quand il pleut beaucoup et que le sol n'est pas paillé, eh bien, une petite partie de l'eau s'infiltre, mais quand il pleut beaucoup et intensément, l'eau tape la terre. Elle la dame, elle fait une croûte en surface, et ensuite l'eau, pour peu qu'il y ait une pente, elle ruisselle. Et en ruisselant, elle fait de l'érosion, et elle amène avec elle, vers les rivières et les vallées, la partie la plus fertile du sol, c'est-à-dire la terre de surface. Voilà, c'est dramatique pour la plupart des sols. Alors que s'il y a paillage, eh bien, l'eau peut tomber très fortement avec des orages violents, comme on a de plus en plus fréquemment, mais le paillage vient absorber l'énergie des gouttes de pluie et l'eau traverse ensuite en douceur le paillage, s'infiltre en douceur dans le sol, sans former de croûte à la surface du sol, et toute l'eau qui tombe à la surface du sol reste dans le sol. Voilà pourquoi le paillage et l'activité biologique permet d'éviter, sur les grands bassins versants des vallées que nous avons, d'éviter l'érosion et d'avoir aussi le ruissellement qui se traduit par des inondations. L'essentiel des inondations est produit non pas par l'imperméabilisation des sols urbains, mais par l'imperméabilisation des sols agricoles à cause de la formation d'une croûte quand il pleut beaucoup. Voilà. Alors à l'inverse, le beau temps revient, et quand le beau temps revient, l'eau s'évapore. Quand il n'y a pas de paillage, l'eau remonte par capillarité de la profondeur vers la surface, elle s'évapore et une grande partie de l'eau est perdue pour les plantes, par évaporation. Par contre, quand il y a paillage, l'eau remonte aussi de la profondeur, mais là elle vient buter sur le paillage et elle reste dans le sol et elle sert à l'alimenter, toute l'eau sert à alimenter les plantes. Voilà pourquoi on dit que sans doute un paillage vaut au moins 5 arrosages. Vous connaissez le dicton, hein, un binage vaut 2 arrosages. L'essentiel, c'est le paillage qui compte. Alors, le paillage, ça reconstitue, je passe rapidement, les conditions de vie de toutes les plantes que nous avons dans notre jardin, notamment les plantes du jardin d'ornement.
Ce sont des plantes issues de la nature, avec un sol toujours couvert, qui évite l'excès de chaleur en été, l'excès de froid en hiver, et qui se transforme en humus, et qui abrite énormément d'êtres vivants, dont beaucoup d'êtres auxiliaires. Vous reconnaissez la coccinelle. Au stade adulte, grand mangeur de pucerons, au stade larvaire aussi, mais beaucoup de gens ignorent que la coccinelle a 7 points, la bête à bon Dieu, elle hiverne sous les paillasges, notamment les paillages de feuilles mortes, quoi. Voilà. Avec elle, on retrouve sous le paillage le staphylin, grand mangeur d'œufs de limaces et d'escargots et de bébés limaces. On retrouve les carabes, grands mangeurs de limaces, mais aussi de pucerons au niveau du sol. On retrouve sous les paillages en hiver les batraciens qui se protègent du dessèchement et du froid, les crapauds, les grenouilles, les tritons, les salamandres. En forêt, on retrouve sous le paillage les musaraignes, grandes mangeuses d'insectes. Et ce paillage qui reste à la surface du sol, eh bien, c'est aussi un matériau de construction. Pour les mésanges dans vos nichoirs, mais aussi on voit ce merle-là qui va faire son nid. Et si vous voulez qu'il mange les insectes, les chenilles qui sont sur les plantes, ou les limaces, grands mangeurs de limaces, la grive aussi, eh bien, il faut quand même qu'ils puissent nicher. C'est au moment où ils élèvent leur bébé qu'ils vont manger le plus. Mais et encore faut-il qu'ils puissent construire la maison des bébés, le nid, grâce au paillage que vous laissez à la surface du sol. Ce sont leurs matériaux de construction. Quand la terre est nue, parce que vous avez tout mis à la déchetterie, il ne reste plus rien pour eux. Et voilà, donc il y a moins d'oiseaux, moins d'insectes. Je passe en revue maintenant. Donc la biodiversité, vous voyez, c'est d'abord là que ça commence. C'est dans le sol, à la surface du sol et au-dessus du sol, avec tout ce que je vous montre là, et dont les oiseaux. Donc qu'est-ce qu'on utilise? Les tondes de pelouse. C'est une ressource excellente. On commence à tondre maintenant. Beaucoup de gens ont des pelouses, tant mieux. Et on l'utilise pour toutes les situations. Dans le jardin d'ornement, ici on voit au pied de vivaces, au pied d'une haie, au pied de rosiers, de petites fleurs annuelles. Voilà, c'est un jardin très construit. Vous voyez, il y a tous les styles de jardin. Jardin très construit, avec des massifs de fleurs, en randonnion, avec des petits motifs. Là, on est dans le jardin du Tabor, à Rennes, jardin botanique, jardin à l'anglaise du 19e siècle, jardin à la botanique, avec tout plein de paillages avec des tondes de pelouse, utilisé dans toutes sortes de jardins. Ici, on voit dans un jardin familial, ce monsieur, il fait sécher la tonde de pelouse quand il profite de belles journées ensoleillées. Il fait bien la sécher comme les foins. Il la stocke et il paille ensuite au fur et à mesure au pied des légumes, au pied des fleurs, au pied des rosiers, en fonction de ses besoins. Donc, on couvre le sol, non pas au moment des semis et des plantations. Il faut d'abord que les graines germent quand on a un potager ou des fleurs. Et c'est seulement quand il y a des petites plantules ou des petites plantes qui forment entre pratiquement 8-10 cm de hauteur, qu'au pied, comme ici, on va pouvoir couvrir entre les rangs avec là des tondes de pelouse. Donc même chose au niveau des annuelles, même chose au niveau des fleurs, des vivaces. Quand elles commencent à pousser maintenant, on va pouvoir pailler entre les touffes au fur et à mesure de la production des tondes de pelouse. Il y a une protection à faire pour la pelouse. Si on met trop de tondes de pelouse d'un coup et qu'elle est trop humide, elle a tendance à se compacter et à former un feutrage imperméable, une croûte imperméable à la surface du sol. Et ça, c'est dramatique parce qu'à ce moment-là, l'oxygène ne peut plus rentrer dans le sol. Et la vie du sol, du coup, elle est asphyxiée. Et du coup, les racines ont du mal aussi à puiser l'eau. C'est la des premières photos que je vous ai montrées. Donc, une tonde de pelouse qui forme un feutrage, c'est pas bien. Donc, il faut qu'elle sèche le plus vite possible. Donc, soit on la met en couche très fine, elle sèche, amène la terre. Fine, c'est 1 cm à peu près. Soit on la fait sécher pendant plusieurs heures en tas pour, comme on voit ici, on retourne au bout d'1 heure, 2 heures, elle sèche là pendant une journée, et puis une fois qu'elle a perdu une partie de son eau, on peut l'utiliser pour pailler au potager. Et là, on peut pailler un peu plus épais, 2 cm, 3 cm, en fonction des légumes, en fonction des plantes, sans qu'il y ait de risque de formation de croûte imperméable. Exemple là c'est dans mon jardin potager, on voit des fraisiers avec du paillage de feuilles mortes ici sur la droite, ici salade, radis, navets, épinards, pommes de terre, tout ça paillé avec des tondes de pelouse.
Les pommes de terre, eh bien, tant qu'il faut les buter, hein, on plante ces pommes de terre, après on ramène de la terre, hein, et puis une fois qu'on a fait le dernier butage, dans la butte, les tubercules se forment, on peut couvrir avec une petite couche de tonte de pelouse jusqu'à la récolte. À la récolte, cette petite couche de tonte de pelouse est quasiment décomposée, et c'est très bien, on n'est pas gêné pour la récolte, on peut le faire facilement. On voit ici, là, il y a des salades qui sont... Voilà, on a paillé avant ce stade-là, au stade 2, 3, 4 feuilles, et là, elles sont en train de se développer. Ici, les petits pois qui sont plantés là commencent à faire un petit 10 cm de hauteur. On a buté légèrement aussi pour consolider la tige des petits pois. Et puis là, paillage, on est en avril, début mai, hein, paillage avec la tonte de pelouse. Ici, on est en été, grosse épaisseur de tonte de pelouse pour pailler durablement au pied des courgettes, des potirons qui vont s'étaler dessus, donc une couche assez épaisse, donc bien sèche. Ici, nous sommes en fin d'été, hein, au mois d'août-septembre, on recommence la tonte. Là, il y a les choux, les poireaux qui sont paillés avec la tonte de pelouse. Vous voyez, donc la tonte de pelouse, c'est vraiment important. Ça nourrit très bien la vie du sol. Ça se décompose assez vite. Ça libère donc rapidement l'azote, le phosphore, la potasse, le calcium, le magnésium, etc. Et donc, ça profite tout au long de l'année aux plantes en restituant rapidement les éléments nutritifs tout en protégeant la terre du tassement, du dessèchement, des herbes indésirables. Je passe à d'autres déchets qu'on a encore beaucoup dans les jardins. Ça dépend des jardins. J'y suis allé dans un jardin cet après-midi, il n'y en avait plus, il avait été très bien nettoyé. Trop peut-être. Moi j'en ai encore, mais je suis peut-être un peu en retard. Et donc on a encore plein de tiges de fleurs sèches. Hein. On les laisse pendant l'hiver en partie, parce que ça abrite aussi des petits animaux pendant l'hiver. Donc on attend souvent le mois de février-mars pour les couper. Donc on a plein de tiges sèches, d'astère, de rudbeckia, des restes de dahlia, de ceci, de cela, de sédum. Alors on coupe tout ça. C'est des tiges peu lignifiées, un petit peu, mais très peu de lignine, beaucoup de cellulose, de moelle, plein d'éléments nutritifs encore, très nutritifs donc pour les bactéries, les vers de terre. Mais on ne peut pas étaler ça comme ça. Donc, on les étale sur la pelouse, on passe sa tondeuse dessus, on broie finement, on récupère tout ça dans le panier, et ensuite on peut étaler entre les plantes au cours du printemps, de l'été, de l'automne, en fonction de la production. Là, c'est la fin de l'hiver, début du printemps, donc un grand nettoyage de printemps. On est au printemps maintenant. Hein. Et puis au cours du printemps, début d'été, on a toujours des fleurs. On les coupe au fur et à mesure quand les fleurs sont moches, tout simplement. Hein. Souvent, on coupe avec des tiges, puis souvent, il y a une remontée des fleurs pendant l'automne, donc c'est bien. On nettoie tout ça, on met ça sur l'allée, on broie avec la tondeuse, on récupère dans le panier et on réutilise pour pailler. C'est tellement plus simple que de porter à la déchetterie ou même de faire des gros tas de compost qu'il faut remuer, qui sont fatigants à remuer. Voilà, c'est récupération immédiate. Une tondeuse électrique, j'ai broyé cet après-midi avec Eric des petites branches, des tailles de fleurs, de buddleia, différentes choses. Voilà, une tondeuse normale. On y va doucement si c'est une tondeuse à batterie et ça broie très bien. Voilà en été ce que l'on fait avec ce type de broyat. Ici, entre les rangs de scaroles qui ont déjà été paillés entre les deux rangs ici, mais il faut pailler là, la terre était restée nue, entre les scaroles et les poireaux qui ont été replantés. Voilà, donc paillage, nous sommes fin août. La situation mi-septembre, 15 jours après, ça pousse. La situation mi-octobre, encore 15 jours après, les scaroles ont tellement bien poussé qu'elles sont déjà bonnes à manger. Et les poireaux qui grossissent, ils sont quasiment bons à commencer de récolter. La décomposition est très intense, la terre est chaude, elle est humide, la vie du sol est bien nourrie, il libère rapidement des éléments nutritifs qui profitent tout de suite aux cultures qui sont en place. Voilà encore un exemple entre les choux. Pailler avec les feuilles mortes, quelques exemples. Donc toutes les feuilles mortes, comme dans la nature, conviennent. C'est le paillage de la forêt. Rappelons-nous, vous n'étiez pas là. Mais Gaston Phébus, qui chassait dans les forêts autour, il le savait, l'essentiel de nos territoires était couvert de forêts. Et il y avait un peu d'agriculture, bien sûr, dans les fonds de vallée, mais l'essentiel de la nature se nourrissait des feuilles, c'était des arbres, des arbustes qui se nourrissaient, la vie du sol se nourrissait des feuilles en décomposition, et personne ne triait les feuilles,
hein, elles toutes tombaient à la surface du sol, donc toutes se transforment en matière organique, toutes contiennent des éléments nutritifs qui sont libérés et nourrissent la vie du sol puis les plantes et contribuent beaucoup, hein, quand le vent les pousse ou quand les sangliers ont gratté, ça fait des amoncellements de feuilles mortes qui permettent de protéger les petits animaux. Je n'avais pas parlé du hérisson, mais lui aussi. Et donc toutes les feuilles mortes sont utiles. Rappelons-nous, l'essentiel de nos plantes pour le jardin d'ornement et les fruits proviennent des sous-bois clairs, des clairières, et donc vivent avec ce paillage à leurs pieds. Hein. Donc c'est le paillage de la nature pour tout le jardin. Ici, des petites pensées qui sont en fleurs en ce moment. Donc ayez aussi une pensée pour les déchets verts. Et donc vous allez garder les feuilles pour tout le jardin. Et pour le potager, je disais, des feuilles qui se décomposent vite, qui sont tendres, qui sont peu couvertes de cire, qui sont peu rigides, donc les feuilles de tilleul, de noisetier, de charme, d'aulne, de saule, cassis, viorne, beaucoup d'arbustes d'ornement comme la viorne aubier, le forsythia, les dodia, etc. Ça se décompose vite et donc c'est parfait pour le jardin d'ornement. Ici, entre des scaroles et des épinards, regardez ce sous-bois de poireaux, feuilles mortes. Regardez là la protection des navets, des radis, des carottes, des betteraves. Alors, on a peut-être moins froid que dans l'Ariège, en Bretagne, mais je laisse mes légumes en place dans le jardin. Je ramène de la feuille quand le gel est annoncé pour bien les protéger. En fin d'hiver, une grande partie est décomposée. Et quand il n'y a pas de culture, eh bien, les parcelles libérées au cours de l'automne sont couvertes avec des feuilles mortes pendant tout l'automne et tout l'hiver. Voilà, donc ne jamais, c'est aussi un élément important, laisser la terre nue. Maximum cultivée, et si elle n'est pas cultivée, toujours la couvrir, comme dans la nature avec un paillage pour nourrir la vie du sol. Exemple des fraisiers aussi, on nettoie ces fraisiers en fin d'année, on supprime les vieilles feuilles, on ramène du compost d'abord, on paille après, et voilà, les fraisiers redémarrent pour l'année suivante. Quand on a des feuilles un peu épaisses, un peu vernissées, comme les feuilles persistantes, le houx, le laurier palme, le laurier sauce, le fusain, les léagnus, j'ai vu les léagnus cet après-midi, les résineux, le lierre, etc. Ce n'est pas une nourriture idéale pour le potager, une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais pas trop souvent. Et quand on a un jardin d'ornement, on les réserve plutôt pour le jardin d'ornement. Voilà, donc on les pousse sous les haies, on les met sous les arbustes d'ornement, ici un végélia, un camélia à droite, un rosier à gauche, une azalée à droite, ici des hortensias, et les aiguilles de pin, on ne les enlève pas non plus. Elles tombent des arbres, on les laisse sous les arbres. Il y a plein de plantes qui adorent ça. Hein. Ici, c'est une osmante qui pousse dans ces conditions, rhododendron, azalée, etc. Voilà, donc les feuilles mortes pour toutes les situations, y compris pour les vivaces. Sauf que quand on a des vivaces, il ne faut pas que la feuille soit trop large, parce que la vivace, elle doit traverser le sol, elle doit traverser le paillage, pour s'étaler à la surface du sol, pareil pour les bulbeuses. Donc quand on a des feuilles larges, c'est intéressant là aussi de les broyer avec sa tondeuse. Là, c'est de la feuille de platane, j'en ai plein à côté de mon jardin, je la récupère, je la broie avec la tondeuse, et ensuite je l'étale là où il y a des massifs de vivaces pendant l'hiver, et elles poussent au printemps au travers de ce broyat de feuilles mortes. L'intérêt des feuilles, c'est qu'aussi on peut les conserver pendant tout l'hiver. Quelqu'un cet après-midi me parlait d'une sorte de compostage des feuilles mortes, et j'ai oublié de lui répondre que voilà un bon moyen de pailler avec les feuilles mortes. J'espère que cette personne est dans la salle, et ça se conserve très bien, et donc on peut l'utiliser ensuite pour mélanger aux déchets de cuisine pour le compostage, c'est un très bon structurant, ou pour pailler ensuite au cours de l'année. Quand on a des haies d'arbustes, on passe son temps à tailler quand on en est jardinier. On a toujours un sécateur dans la main, dans la cabane de jardin, prêt à être utilisé, dans la poche, pardon. Là, c'est le forsythia après la floraison. On taille, on a des jeunes pousses de l'année précédente, à peine lignifiées. Quand on a des haies, on passe son temps à les tailler au moins une fois par an, des jeunes pousses. Ici, du persistant. Là encore, voilà, encore du persistant. On les laisse sur la pelouse. On passe sa tondeuse dessus. C'est très facile à broyer vu que c'est de la jeune pousse de l'année. Et ensuite, on l'utilise pour pailler, pour l'essentiel dans le jardin d'ornement. Mais ici, utilisé pour pailler entre les rangs de tomates. Pourquoi pas, si ce n'est pas tous les ans
au même endroit. On peut le faire de temps en temps. Ça sera un peu plus long à décomposer, mais finalement, ça va quand même nourrir la vie du sol. Ici, voilà, du laurier palme, broyé avec la tondeuse, on récupère dans le panier, on utilise pour pailler, ici au pied d'une courgette ou d'un potiron, ici au pied d'un rosier, broyade d'arbustes, ici de nouveau au jardin botanique du jardin du Tabor à Rennes, grand jardin du XIXe siècle. Et si on le fait pour les persistants dits feuillus, pourquoi pas avec les persistants résineux? Ici, une haie de thuya, c'est de la pousse de l'année, donc facile à broyer avec sa tondeuse, une petite tondeuse, et ici, paillage des rosiers avec du résineux. Les rosiers, ils poussent, je peux vous dire. Ici, paillage en automne de chicorée-scarole à gauche, de mâches et d'épinards en bas, à droite. On ne va pas le faire tous les ans, évidemment, ça modifie peu à peu la nature de l'humus, ce n'est pas souhaitable dans le potager, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas, à condition les années d'après de mettre autre chose. Voilà. Et donc nos haies taillées régulièrement, une fois par an, en forme de mur comme en bas, ou plus ronde comme en haut, eh bien c'est intéressant, plutôt que les grandes haies libres, parce qu'au moins tous les ans, on récupère des jeunes branches de l'année précédente, donc du bois peu lignifié, peu chargé en lignine, peu chargé en tanin, qui va mieux nourrir la vie du sol et permettre d'avoir un sol plus facile pour la croissance des plantes. Voilà, donc la tondeuse, je vais montrer ce que j'ai montré cet après-midi, c'est un outil merveilleux pour broyer les petits déchets. Ça broie jusqu'à 1 pouce de diamètre. Si je peux couper avec mon sécateur facilement, la tondeuse le fera. Voilà, c'est ma règle. Donc là, on reconnaît des fleurs, il y a des arbustes de l'hortensia. Alors, je filme, donc c'est mon jeune fils alors je suis en train, qui paille, qui broie, je suis en train de lui dire passe sur le côté, voilà, ça va bourrer là, ça va bourrer, il y en a 3 à la fois. On y va doucement. Si c'est une petite tondeuse ou électrique, on y va doucement en faisant des petits tas peu hauts, peu épais. Et regardez ce qui passe là. La tondeuse repart, elle a tout mangé. Elle a tout broyé. Voilà, et il revient doucement. Donc on y va doucement pour ne pas la faire bourrer, pour ne pas bloquer la lame. La lame, on l'affûte une fois par an comme d'habitude. Donc toutes les fleurs, les jeunes pousses de l'année, d'arbustes, de haies, la tondeuse fait très bien le travail. Les jeunes taillent aussi des rosiers. Évidemment, quand on a des grosses branches, il faut un broyeur un peu plus puissant. Ce qui permet, si on a du broyat, de pailler les arbustes d'ornement, comme je l'ai déjà dit, mais pas le potager. Voilà quelques images de massifs, de rosiers, à nouveau ici, de massifs d'ornement, pourquoi pas, encore des vivaces là, les allées, j'ai déjà montré, un arbuste fruitier ici. Mais pour moi, le meilleur usage des petites branches, plutôt que de les broyer, c'est de faire des fagots pour démarrer le poêle à bois. On se chauffe, j'imagine, beaucoup plus ici qu'en Bretagne avec des poêles à bois performants comme ici. Et donc, les grosses bûches, c'est bien, mais il faut le petit bois pour démarrer, quoi. Donc, on peut faire des fagots, on peut faire pour les petites branches, des tas pour les branches un petit peu plus grosses. Et tout ça est très, très important pour démarrer la cheminée ou le poêle à bois. Ça permet aussi ces petits tas de branches, on peut les laisser dans le fond du jardin et ça permet d'abriter beaucoup d'animaux. On peut faire des haies sèches aussi, ça c'est dans mon jardin, donc quand j'ai la flemme de faire des fagots, je fais ça, et puis les branches un petit peu plus grosses, voilà, on prépare des petites branches et prêtes à être utilisées pour, on démarre avec les plus fines, on met ça par-dessus, et puis ensuite on peut peu à peu mettre les grosses. Et je me suis rendu compte que dans ces haies sèches, qui sont très bien pour stocker les branches, on retrouve plein de petites bestioles, de petits animaux, l'hermine là, le petit troglodyte là qui est en train de faire son nid dedans. Voilà, donc pailler avec les restes voilà, les débris végétaux. Je voudrais juste finir, et j'approche de la fin, avec les restes de culture pour vous montrer quelques exemples. Je vous ai parlé des cosses de haricots après la récolte, les haricots demi-secs. Voilà ici les cosses de petits pois, ils sont ramenés à la surface du sol. Les cosses de petits pois, ramenés là autour. Je trouvais ça marrant. J'avais des choux raves violets, Azur Star, et ces cosses de petits pois verts tendres. Je me suis dit, que ce sera joli, du Landart.
mis autour du chou rave violet. Bon, ça ne dure pas longtemps, hein. Au bout d'une semaine, une grande partie a commencé à se décomposer. Mais voilà, tout simplement, hein, plutôt que de mettre dans le compost. Pareil, beaucoup de gens se disent « Ah, dans mon compost, il ne faut pas mettre, on m'a dit que, j'ai lu que, hein, les feuilles de rhubarbe, c'est toxique. Ça se décompose. Hein. L'acide oxalique, c'est une molécule très simple à décomposer. Hein. Donc, on étale les feuilles, on ne les mange pas, bien sûr, on ne mange que le pétiole. Et puis, les feuilles, on les étale, là, ici, dans le jardin d'ornement, là, dans le jardin potager, avec des cornichons qui vont s'étaler dessus, quoi. Pareil, les petits pois, hein, quand ils sont récoltés, les gousses, on les ramène, je l'ai déjà montré, mais les tiges, les feuilles, tout ça, je coupe ça à la base, je coupe ça en petits morceaux, je laisse par-dessus, je remets d'autres débris végétaux, et voilà, les potirons qui sont là, ils n'attendent que ça de s'étaler sur toute la surface libérée par la fin de la culture des petits pois, et tous les restes de petits pois servent de paillage nutritif. Par-dessus, on peut mettre des petites brindilles, hein, qui vont mettre plus de temps à se décomposer, et les potirons qui vont s'étaler dessus. En dessous de la terre, la vie du sol travaille, et après la culture de potirons, vous pouvez réenchaîner éventuellement avec une culture d'automne ou un engrais vert. Quand les haricots sont finis, à la fin des haricots, au sens figuré du terme, hein, nous sommes en octobre, on n'a plus le temps de mettre un engrais vert. Donc plutôt que d'arracher tous les haricots, il y a 40 ans, j'arrachais tous les haricots, et puis alors ça faisait des gros volumes dans le tas de compost. Hein. Quel boulot, hein. Puis un jour, enfin, la lumière est venue m'illuminer. Et je me suis dit, mais pourtant, c'est tellement si simple de tout laisser sur place. Et donc depuis, je coupe les haricots, je rigole, mais je coupe tous les haricots au ras, je laisse les racines en place, ça se décompose. Je coupe les tiges en 2-3 morceaux, je laisse tout sur place. Par-dessus, je ramène des feuilles mortes, paillage de protection en dessous, paillage nutritif en première couche, paillage de protection contre le froid, le gel et tout par-dessus, qui va se décomposer plus lentement. Ça protège bien la terre. La vie du sol en dessous travaille, et à la fin de l'hiver, il reste un petit peu de feuilles mortes qu'il suffit de racler pour remettre en culture. Voilà, ici, après une culture de pommes de terre, un peu de tonte de pelouse, un peu de feuilles mortes, et c'est couvert. Ici, après une récolte, les potirons que je montrais précédemment, c'est les mêmes. Le paillage est en grande partie décomposé. Les tiges de potirons, les feuilles de potirons, même si elles ont eu de l'oïdium, on les laisse sur place. On les coupe un petit peu en petits morceaux, voilà, des morceaux de 40-50, hein, bien plaqués sur le sol. On recouvre avec des feuilles mortes. La vie du sol détruit très rapidement toutes les tiges et feuilles, même malades, de courgettes et de potirons. Et à la fin de l'hiver, il suffit de racler le reste de feuilles mortes pour remettre en culture. L'essentiel de tous les restes de culture et une partie importante des feuilles mortes, surtout si on a pris des feuilles tendres, est décomposée. Il y a très peu à enlever. Et ensuite, très souvent, un simple croc permet de remettre en culture. Voilà, le croc, c'est un outil formidable. Hein, voilà, je montre ici. Voilà. Le reste de paillage a été enlevé, ça forme un petit tas qui est juste à côté. La vie du sol a bien travaillé. Alors, c'est peut-être pas la première année qu'on fait ça, hein, qu'on peut faire ce travail simplement avec le croc, mais déjà au bout de 2 ans de cercle vertueux, où tous les déchets sont récupérés, la vie du sol améliore très vite la structure, qui devient grumeuse. Si le sol n'est pas trop humide, le croc permet de la remettre en culture. Si la vie du sol a moins bien travaillé, et notamment si c'est la première année de ce cercle vertueux, eh bien on peut prendre la fourche à bêcher pour travailler la terre. Simplement, on soulève légèrement la terre et en retombant, elle s'émiette. On peut donner un petit coup par-dessus pour continuer de l'émietter. Vous voyez, c'est quand même facile. Hein. Et on peut utiliser aussi la grelinette que l'on voit ici, voilà, que certains d'entre vous connaissent. Mais j'ai fait un film et je n'arrive pas à le faire fonctionner. Donc c'est juste 2 photos. Voilà. On enfonce la grelinette, on pousse vers l'avant, ça compacte un petit peu, donc ça émiette. On retire vers l'arrière, ça soulève la terre et donc ça l'aère. Et la grelinette, le fin du fin, c'est une grelinette avec des roues et des contredents à l'avant qu'on appelle la campagnole, qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc en résumé, j'arrive à la conclusion, c'est que la fertilité, j'espère que vous l'avez compris,
et que j'ai suffisamment expliqué pour que ce soit clair pour vous maintenant, elle dépend de l'intensité de la vie du sol. Et cette vie du sol se nourrit uniquement des matières organiques en état de décomposition, au cours de leur décomposition. Donc, ils vont se décomposer rapidement. On l'a dit, tonte de pelouse, feuilles mortes tendres, herbes, restes de culture, du potager, tailles d'arbustes, pousses de l'année, de rosiers, pousses de l'année, de haies, pousses de l'année, engrais verts, jeunes, etc. Toutes les ressources organiques du jardin d'ornement, du potager et de la cuisine sont utiles. Rien ne se perd. Tout se transforme pour nourrir la vie du sol puis les plantes. Tout ce qui se décompose vite, on le réserve plutôt pour le potager. Tout ce qui se décompose plus lentement, et éventuellement dans le potager, mais de temps en temps, mais surtout, si on a le choix, dans le jardin d'ornement. Voilà, donc il y a des ressources au potager particulièrement favorables, celles qui se décomposent vite, peu lignifiées, riches en sucre, en matière azotée, en cellulose, pauvres en lignine, qui nourrissent bien les bactéries et les vers de terre. Tous nos déchets verts sont des ressources, et le paillage avec ces ressources végétales est beaucoup plus efficace que le compost pour améliorer la terre rapidement et réduire l'entretien du jardin. Et donc le paillage et le compost se complètent pour améliorer la structure du sol. Alors le compost, on peut se dire à quoi ça sert finalement ? Ça se complète, parce que le compost c'est quand même plus concentré globalement à un endroit donné quand on le met, pour nourrir les plantes les plus exigeantes, parce qu'il y a quand même de façon concentrée plus d'azote, de phosphore, de potasse. Donc le compost, on continue d'en faire avec les déchets de cuisine, avec juste ce qu'il faut d'éléments structurants provenant des déchets du jardin, les petites brindilles des arbustes et des arbres, les fleurs sèches, etc., les feuilles mortes. Une partie sert de structurant pour équilibrer l'excès d'eau et l'excès d'azote et le caractère trop mou des déchets de cuisine. Pour garder de l'oxygène dans le compost, on mélange au fur et à mesure lors de chaque apport. On fait un très bon compost très rapidement. On n'attend pas qu'il soit trop mûr. Il faut qu'il soit encore grouillant de vie. Et on le dépose à la surface du sol, là où il va y avoir des plantes exigeantes, voire au pied de ces plantes exigeantes, telles que les cassis, les groseilliers, les framboisiers, les arbres fruitiers, ou avant les cultures de tomates, avant les cultures de pommes de terre, avant les cultures de poireaux, de choux. On travaille sa terre et après on met un petit peu de compost au pied, pas beaucoup, 2-3 kg par mètre carré. Et ensuite, on continue d'utiliser les déchets du jardin d'ornement et du potager pour une partie, pour couvrir la terre, par-dessus la terre améliorée, enrichie en compost, du potager, mais aussi la terre où il n'y a pas besoin de potager, du jardin d'ornement. Où il n'y a pas de compost, du jardin d'ornement. Donc le compost, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup dès lors qu'on l'utilise surtout au pied des cultures les plus exigeantes qui apprécient, même pour certaines, comme les cucurbitacées, les courgettes, grande richesse en matière organique. Voilà, donc en résumé, tous les déchets organiques sont utilisés, rien ne doit être jeté, et j'espère avoir contribué à ce que vous jetiez les idées reçues, mais que vous gardiez tous vos déchets verts. Merci. Très rapidement, avec des questions qui, j'espère, pourront quand même se développer. Le livre qui reprend le plus ce que je viens de dire, c'est celui-ci, le guide terre vivante, compost et paillage, où il y a beaucoup de photos que j'ai montrées qui sont dedans. Si on veut parler que de la manière de faire très rapidement et très simplement son compost, il y a ce livre-là. Je réussis mon compost à tous les coups. Le paillage, là, est beaucoup développé dans ce livre-là, avec une vocation qui est plutôt de lutter contre les herbes indésirables. Donc, maintenant, quand même, un peu de place à vos questions. Et j'espère qu'on va avoir quand même un peu de temps, je vais avoir un peu de temps de vous de poser les questions et de moi d'y répondre. S'il y a des questions. Il n'y en a pas. Je vous ai assommé et vous avez faim. C'est peut-être ça. Bon, voilà, donc il n'y a pas de questions. Pas de questions ? Si, je vois quand même une main qui se lève là-bas. Donc on va tendre le micro pour que tout le monde entende. Je voulais savoir si c'était bien de mettre du carton en lasagne ou pas.
Alors les lasagnes, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que je connais pas beaucoup de plantes qui poussent dans ces... Alors la lasagne, c'est un mot à la mode. Oui, les lasagnes, à condition que ce soit des couches très, très fines, 5-10 cm grand maximum, hein. Mais les lasagnes qui consistent à accumuler des débris végétaux sur une couche de 30, 40, puis finalement c'est très peu fertile, il y a très peu de légumes qui apprécient ça, donc du coup on est obligé de rajouter de la terre et du compost par-dessus pour qu'enfin il y ait quelque chose qui puisse pousser. Donc ça c'est pour moi une aberration écologique. Puis ça prend beaucoup de matière et du coup on n'en a pas assez pour pailler le reste du jardin. Donc pour revenir au carton, oublions les lasagnes, gardons les cartons, c'est de la cellulose. Non, mais que de la cellulose. Il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de phosphore, il n'y a pas de potasse, il n'y a pas d'éléments nutritifs. Donc des cartons, oui, mais à condition qu'en dessous on mette des débris végétaux jaunes, verts, tendres qui se décomposent vite et qui contiennent eux de l'azote. Donc le carton par-dessus pour être sûr intéressant pour cacher, empêcher la lumière d'atteindre le sol, donc pour éviter et tuer éventuellement les herbes indésirables qui sont déjà en place. Mais le carton n'est qu'une source de cellulose, donc c'est une source d'énergie, facilement utilisable par les bactéries, les vers de terre. Bon point, mais ce n'est pas une nourriture. Ça ne fournit pas des éléments nutritifs dont les êtres vivants ont aussi besoin. Donc du carton seul, non. Carton avec autre chose. Voilà. Oui, encore une main. Ah ben finalement, les mains se délient. Bonjour. Puis les langues. Peut-être que c'est une question bête. Moi, l'hiver, je laisse pousser l'herbe dans mon jardin. Mais du coup, quel avantage de pailler plutôt que de pousser l'herbe? Alors, l'herbe que vous laissez pousser dans votre jardin, après tout, on peut se dire que c'est comme un engrais vert. Cette herbe qui pousse va pomper dans le sol des éléments nutritifs qu'elle va stocker dans ses racines, ses tiges, ses feuilles. Et quand on va couper cette herbe, comme un engrais vert, la moutarde, la facilie ou autre chose, ça va se décomposer et être restitué dans le sol pour le printemps, les cultures suivantes. Mais le problème, c'est que beaucoup d'herbes sont quand même des coriaces à détruire et ensuite à décomposer. Donc, vous allez vous créer des situations complexes à gérer. Il y avait quelqu'un cet après-midi qui a posé exactement la même question. Donc, on a tendance à l'enlever, cette herbe. Et c'est difficile de l'enlever. Puis après, il faut qu'elle se décompose. Un peu difficile. Donc, oui, mais à condition de la zigouiller le plus vite possible, tant qu'elle est encore petite, tendre, plutôt au mois de janvier, si la terre le permet, pour qu'elle ait le temps de se décomposer en coupant au collet, juste au niveau du départ des racines, comme on le ferait pour un engrais vert, qu'elle ait le temps de se décomposer. Et éventuellement, là, le carton est intéressant pour couvrir le sol et que, privée de lumière, elle ne repousse pas et elle meurt. Mais n'importe quelle herbe qui pousse à la surface du sol protège la terre, ses racines structurent le sol et elle empêche le lessivage des éléments nutritifs qui sont libérés quand elle meurt. Mais c'est plus complexe à gérer. Plus complexe à gérer. Voilà. Moi, je le fais peu parce que je suis toujours pressé. Voilà, donc j'essaye d'aller vite, donc je mets plutôt un engrais vert, plus facile à gérer. Il y avait une question devant, une dame, et puis plutôt une question, le micro est reparti là-bas. Oui. Justement, c'est pour revenir sur cette histoire d'engrais vert. D'après vous, il est préférable de mettre de la matière organique fraîche sur le sol en début de culture plutôt que d'utiliser de l'engrais vert? Plutôt au cours des cultures, hein. Mais au cours des cultures. Hein. Avant une culture, on se garde bien de mettre de la matière organique fraîche. Hein. Juste avant une culture, en ce moment, rien. Ou bien on le fait, mais 4, 5, 6 semaines avant la culture. Il faut que c'est le temps déjà de se décomposer. Donc si c'est juste avant la culture, on ne met rien. Mais une fois que la culture est en place, on peut mettre des débris végétaux qui vont se décomposer entre les rangs. Et la culture s'étale par-dessus. Et l'engrais vert, c'est des débris végétaux qui, une fois coupés, vont se décomposer. Hein. Parce que l'intérêt, justement, des engrais verts, c'est de fixer une partie des minéraux qui pourraient être lessivés par les pluies pendant l'hiver. Bien sûr, j'en parlais juste avant. Oui. Et donc, d'après vous, il vaut mieux laisser le sol couvert, donc ne plus avoir d'interaction avec les bactéries qui seront en symbiose avec les plantes. Donc laisser un paillage pendant tout l'hiver plutôt que d'avoir un engrais vert? Non. Non, c'est dans l'ordre. La culture, le maximum, le sol maximum cultivé, maximum avec des plantes en place. Sauf que,
À un moment, donc si après une culture de pommes de terre, vous n'avez pas besoin de la, je donne un exemple, il n'y a pas besoin de la place, mettez un engrais vert. Tant que c'est possible de semer un engrais vert, on le fait. En Bretagne, cette année qui n'a pas été une très bonne année, froide assez vite, début octobre, voilà, c'était déjà la limite pour semer un engrais vert. Il y a 2 ans, il a fait chaud beaucoup plus tard, 15 octobre, on pouvait encore semer un engrais vert. Tant qu'on peut semer un engrais vert, on le fait. Rien ne vaut une plante en place, vivante, pour améliorer par ses racines et pomper les éléments nutritifs. Mais à un moment donné, c'est trop tard. Quand on arrive à une culture qui est libérée mi-octobre, c'est trop tard pour semer un engrais vert. Donc là, on ne peut plus. Mais il ne faut surtout pas laisser la terre nue. Et à ce moment-là, couvrir le sol en automne est absolument essentiel. Mais de même qu'il est essentiel de couvrir la terre entre les cultures pendant l'année, avec une matière qui se décompose assez vite. Pour continuer tout au long de l'année de nourrir des bactéries qui fabriquent des colles bactériennes. Mais je vous ai dit, les colles bactériennes, la durée de vie, c'est 2, 3, 4 mois, pas plus, quoi. Donc il faut entretenir en permanence cette activité bactérienne en leur donnant de la nourriture à la surface du sol. Et à l'automne, on met la dernière couche de débris végétaux pour nourrir les bactéries, et par-dessus, on peut mettre des feuilles mortes, si on ne peut plus faire d'engrais vert. Ça convient mieux à votre questionnement, je pense. Voilà. Voilà. Oui, dans l'ordre des choses, sol toujours cultivé. Plus de questions? Si. La différence entre amendement et engrais? Alors, un amendement, c'est ce qui améliore la terre, amender, comme un amendement parlementaire. C'est censé améliorer une loi. Donc, améliorer. Sur le plan physique, sur le plan chimique, qui apporte des éléments nutritifs, mais d'abord sur le plan physique et sur le plan biologique, nourrir la vie du sol. C'est ça un amendement. Donc, le meilleur des amendements pour améliorer la structure du sol, donc petit rappel, c'est les débris végétaux qui se décomposent rapidement. Et pas le compost, contrairement à ce qu'on a cru et dit, et je l'ai dit pendant des années, c'était la connaissance qu'on avait, mais qui a évolué maintenant. Voilà. Donc amender, c'est améliorer la terre. Engrais, c'est pour libérer des éléments nutritifs rapidement qui vont vite profiter aux plantes qui en ont besoin. Alors comment on fait pour libérer rapidement? Soit on met des engrais solubles, engrais chimiques, soit des engrais un petit peu solubles mais plus lentement, engrais organiques qu'on trouve dans les jardineries, soit des débris végétaux qui se décomposent rapidement, en quelques semaines, quelques mois. Donc engrais, c'est des éléments nutritifs, NPK, azote, phosphore, potasse, mais il faut rajouter aussi le reste, calcium, magnésium, soufre, sodium, oligo-éléments. Voilà, c'est ça. Donc le compost, malgré tout, contient plein d'éléments nutritifs. Donc moi, j'ai tendance à, maintenant que je sais que le compost n'est pas le meilleur des amendements, à l'utiliser plutôt comme source d'éléments nutritifs, et donc avant des plantes particulièrement exigeantes. Est-ce que c'est clair? Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais je n'ai pas vu. Voilà, c'est clair. Oui. Bonsoir. Est-ce que le paillage permet aux limaces de se développer plus que coutume? Alors, au printemps, si on met des débris végétaux qui se décomposent rapidement, donc verts par exemple, alors ça peut être des tontes de pelouse, ça peut être de l'herbe du jardin de la personne qui a laissé pousser l'herbe dans son jardin. Oui, les limaces sont aussi des décomposeurs de matière jeune, très jeune. Donc elles attaquent des plantules de salade ou d'autres choses, mais elles décomposent la matière organique. Donc au printemps, effectivement, au moment où on va faire ces semis des plantations, c'est le moment où la terre est nue. En plus, le paillage, là, il empêche le réchauffement du sol. Donc de toute façon, il faut l'enlever. Et c'est seulement quand les plantes ont commencé à bien s'installer et qu'elles échappent à peu près aux limaces qu'on va pouvoir commencer à pailler. Mais les limaces et les escargots, on a un moyen redoutable de les éliminer avant les semis et les plantations. C'est d'émietter sa terre avec une terre grumeleuse, s'émiette facilement. On passe le croc plusieurs fois à quelques jours d'intervalle, profitant de belles journées ensoleillées. La terre se dessèche sur quelques centimètres et on sait que les œufs de limaces et d'escargots sont pondus à cette saison dans les premiers centimètres du sol. Donc il y a les œufs au mois de mars, les œufs éclosent avec les bébés limaces au mois d'avril, et si on a
asséché en passant le croc la surface du sol, on a tué tous les œufs, et si les œufs ont éclos, déjà tous les bébés limaces. Et donc après, ben, on est tranquille. D'où l'importance de préparer sa terre à l'avance, et non pas au dernier moment. Et donc, le corollaire de tout ce que je vous ai dit, c'est finalement anticiper. Avoir toujours 15 jours, 3 semaines par rapport à ce qu'on doit faire, voire presque un mois. Je prépare ma terre pour l'oignon, l'échalote, qui est déjà mis, qui a déjà commencé à pousser, un mois avant. J'ai commencé à préparer la terre. Quand je vais rentrer là en Bretagne, je sais qu'il y a la deuxième partie des pommes de terre que je vais commencer. La terre est déjà prête. Et donc j'ai commencé à... Je sais que je vais repasser le croc pour finir de la sécher juste en surface, pour être sûr que paf, tout le monde est zigouillé. Comme ça, j'aurai moins de pommes de terre avec des trous dedans. Pareil, voilà. Donc anticiper. C'est très facile. En fait, c'est très compliqué. Parce que c'est une autre approche. Ça veut dire qu'on a déjà un peu d'expérience et on n'attend pas le dernier moment pour faire les choses, quoi. Ça, c'est plus compliqué. Mais donc voilà, pour répondre donc à la question résumée, des paillages, feuilles mortes ne favorisent pas les limaces. Tiges sèches de fleurs fanées, etc., ne favorisent pas les limaces. Petites brindilles broyées ne favorisent pas les limaces. Aiguilles de résineux ne favorisent pas les limaces. C'est même l'inverse. Seuls tout ce qui est le plus jeune, le plus tendre, très facile à décomposer, peuvent les favoriser. Et donc on évite de le mettre sur le mois de mars-avril pour éviter de les nourrir. Bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que vous utilisiez Oui, même les plantes abîmées. Oui. Celles qui ont le mildiou ou autre. Est-ce que c'est pas... Est-ce que ça n'abîme pas le sol? Alors, oui. Oui, je peux me permettre de faire ça parce que la vie du sol est tellement intense activité biologique, qu'elle décompose tout dans l'automne et dans l'hiver. Alors je peux prendre des précautions avant. Si j'ai des tomates, par exemple, avec des tiges un petit peu fortes, un peu dures, et qui ont eu le mildiou ou d'autres choses, ça peut être du botrytis ou de l'alternariose, je broie avec ma tondeuse. Et là, éventuellement, je peux mettre à la surface du sol, recouvert d'un paillage de feuilles mortes, en dessous, ça se décompose. Mais par précaution, je préfère quand c'est vraiment très attaqué, comme on a eu un... Bon, j'ai peu d'attaques par le mildiou globalement, mais l'année dernière, il y a eu un peu plus. Donc là, j'ai broyé et j'ai mis dans le compost. Le compostage, même s'il n'y a pas de montée de température, c'est un redoutable système d'assainissement qui élimine les maladies. Donc après, plus de problème. Voilà. Mais quand c'est des petites feuilles par-ci, des petites feuilles par-là, en fin d'hiver, tout est décomposé. Si le débris végétal est décomposé, la maladie qui se nourrit de la plante meurt avec. Tranquille. Alors la toute dernière question, parce que la soirée continue. Bonjour, je voulais parler des bottes de la paille et des bottes de paille. Qu'en pensez-vous? Alors, oui. Alors déjà, ce n'est pas un déchet végétal. Ce n'est pas un débris végétal qui provient de votre jardin. Donc, pourquoi pas acheter de la paille et du foin si on a épuisé toute la ressource de débris végétaux, de déchets végétaux que son jardin peut produire, si on n'en a pas assez. Et en réalité, quand on a commencé à pailler et à les utiliser, très vite, on se rend compte qu'on n'en a jamais assez. À un moment donné, on met tout à la déchetterie. Dès qu'on a commencé à en utiliser, on se rend compte qu'on commence à lorgner sur le jardin du voisin pour éventuellement en récupérer. Donc on commence à empailler, on commence à en manquer. Et donc pourquoi pas chercher ailleurs? Et la paille, c'est le moins bon. Vaut mieux du foin. Pourquoi? Parce que la paille, elle est vernissée. La tige de la paille est recouverte d'une cire qui retarde considérablement la décomposition. Les bactéries ont énormément de mal à le faire, même si la paille est broyée. Ça va un peu plus vite, mais quand même. C'est plutôt les champignons et des macro-organismes du sol qui arrivent à broyer ça et à finir par décomposer. Pendant moins une quinzaine d'années, je n'ai paillé mon potager qu'avec de la paille. Parce que mes voisins avaient des petites bottes de paille, c'était facile. Je coupais la ficelle, j'étalais. Voilà. Les déchets du jardin, les déchets verts, étaient utilisés pour le jardin d'ornement. Je remarquais que dans le jardin d'ornement, c'était très facile à travailler la terre. Mais j'avais les petites bottes de paille, donc par facilité, je les utilisais.
mes voisins ont arrêté l'exploitation agricole, plus de petites bottes de paille. À la fin de l'hiver, quand j'utilisais les petites bottes de paille, la terre était quand même un petit peu consistante. Pas du flanc au pruneau comme avant, mais quand même, il fallait un peu taper dessus pour l'émietter. Je trouvais que c'était déjà tellement mieux qu'avant. Le jour où j'ai plus de bottes de paille, j'ai utilisé les déchets verts, les mêmes que j'utilisais dans le jardin d'ornement, de la tonte de pelouse, des feuilles mortes. Et là, j'ai commencé à utiliser dans le potager. Et là, dès la première année, la terre était devenue grumeleuse comme du couscous. Même plus besoin de taper dessus pour l'émietter, quoi. Ben, ça a été une révélation. Je n'ai pas compris pendant des années. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je ne comprenais pas la raison de ça. Mais sauf que la connaissance scientifique de la vie du sol, etc., a continué de progresser. Et donc là, des choses qu'on mesurait mal à un moment donné, le rôle des cols bactériennes, on le savait un peu, mais on n'avait pas compris leur importance à ce point-là. Là, j'ai mieux compris. Donc la paille, je sais maintenant que c'est pas l'idéal pour protéger la terre pendant l'hiver, pour empêcher les herbes indésirables, pour empêcher le dessèchement, très bien. Mais pour nourrir la vie du sol, le foin, c'est vraiment mieux. Mais le foin apporte plein de graines. Voilà. Donc, pas de paille. Et d'abord, les débris végétaux du jardin. Eh bien, je crois que ce sera la conclusion. Hein. Merci beaucoup, Denis Pépin. Merci.